Le matin, la pluie frappait les fenêtres de l'école élémentaire Lincoln, située dans le quartier de Chicago, le Lakeshore East. Chaque goutte d'eau créait des ruisselets qui déformèrent la vue sur le lac Michigan au loin. Les couloirs sentaient la cire à plancher et la poussière de craie, l'odeur familière de d'innombrables enfances qui commencent et finissent. Richard Blackwood, 56 ans, n'avait pas foulé ces couloirs depuis ses propres années élémentaires, et pourtant il était là, ses chaussures en cuir italien crissant sur les planchers cirés, son costume Armani paraissant étranger dans ce monde de couleurs primaires et d'affiches de motivation. Richard était un homme qui dirigeait des conseils d'administration, dont la signature figurait sur des chèques qui pouvaient changer des communautés entières. Son empire immobilier s'étendait sur tout le Midwest, son nom gravé dans le marbre, sur des bâtiments qui touchaient le panorama de Chicago. Pourtant, aujourd'hui, il tremblait, non pas de pouvoir ou d'autorité, mais d'un chagrin qui avait creusé des trous dans son âme pendant 20 longues années. Il était venu à l'école élémentaire Lincoln, non pas en tant que le philanthrope millionnaire que les journaux célébraient, mais en tant que père brisé, accomplissant une promesse qu'il s'était faite chaque octobre, à l'anniversaire de la disparition de Clara, visiter une autre école qu'il avait discrètement financée pour voir des enfants qui lui rappelaient douloureusement ce qu'il avait perdu. La collecte de fonds était une formalité. Sa fondation avait fait don de 200 000 $ pour moderniser le laboratoire de technologie et la bibliothèque de l'école. Des photos seraient prises, des sourires échangés et des chèques remis. Puis, il partirait, retournant à son penthouse, surplombant le quartier même où sa fille avait disparu lors d'un pique-nique familial à Lincoln Park il y a 20 ans. 6 ans, courant après les papillons, les cheveux roux capturant la lumière du soleil, puis s'en est allé. La police avait cherché pendant des mois. Des détectives privés avaient suivi des pistes dans 3 États. Des médiums avaient affirmé avoir des visions. Rien. Clara Blackwood s'était tout simplement évaporée, ne laissant derrière elle qu'un sanctuaire dans sa chambre que Richard visitait tous les soirs, fredonnant la berceuse qu'ils avaient créée ensemble. « Ferme les yeux, ma petite étoile, danse avec moi d'où tu es. » Alors que Richard acquiesçait aux conversations avec les enseignants et les administrateurs, son esprit vagabondait. La peinture de l'école était fraîche, l'équipement neuf, mais l'écho des rires des enfants était doux amer. Chaque petit visage lui rappelait celui de Clara, la façon dont ses yeux se plissaient quand elle riait, comment elle insistait pour porter ses barrettes papillons violettes tous les jours, les chansons qu'elle inventait sur leur chat, Moustache. La douleur était aussi vive aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il s'apprêtait à partir, après avoir enduré les banalités et les séances photos obligatoires, quand il l'entendit. Une mélodie flottant d'une salle de classe au bout du couloir, douce et familière mais impossible. Ses pieds cessèrent de bouger. Sa mallette faillit glisser de ses doigts soudainement sans force. La voix était jeune, féminine, et chantait exactement la berceuse que lui et Clara avaient créée pendant ces histoires du soir il y a longtemps. Chaque note, chaque vers improvisé qu'ils avaient ajouté ensemble, chantait parfaitement. Ferme. Les yeux, ma petite étoile. Danse avec moi d'où tu es. Dans le jardin de tes rêves, rien n'est tout à fait comme il semble. Les papillons montreront le chemin vers un jour brillant et lumineux. Sa vision se brouilla. Le couloir bascula. C'était impossible. Lui seul et Clara connaissaient cette chanson. Ils l'avaient inventée ensemble, ajoutant de nouveaux vers chaque soir. Il ne l'avait jamais chantée à personne d'autre, ne l'avait jamais partagée même avec son ex-femme Margaret. C'était leur secret, leur moment spécial avant que Clara ne s'endorme, sa petite main agrippant son éléphant en peluche. Avec des jambes tremblantes, Richard se dirigea vers le son. La classe 3B était remplie de lumière dorée de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres mouillées par la pluie. 20 élèves de CP étaient assis en tailleur sur un tapis arc-en-ciel, la plupart les yeux fermés, certains suçant leurs pouces, tous s'installant pour la sieste. Au devant de la pièce, perchée sur le bord d'une table jaune recouverte de dessins de dinde en papier cartonné, était assise une jeune femme. Elle avait des cheveux roux tirés en une simple queue de cheval, révélant un visage qui fit s'arrêter le cœur de Richard. Des pommettes hautes, des yeux verts qui pétillaient même quand elle était fatiguée. Une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Elle portait une simple robe bleue et des chaussures plates confortables, sa voix douce comme du miel alors qu'elle chantait leur chanson.
la chanson de lui et de Clara pour aider ses enfants à dormir. Quand la dernière note s'éteignit et que la plupart des enfants furent installés pour se reposer, elle leva les yeux et vit Richard debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, se demandant probablement pourquoi cet homme d'affaires trop bien habillé rôdait devant sa classe. Elle sourit incertainement et lui fit signe d'attendre pendant qu'elle tamisait les lumières et mettait de la musique classique douce pour la sieste des enfants. « Je suis désolée », murmura-t-elle en entrant dans le couloir, fermant partiellement la porte derrière elle. « Est-ce que j'ai chanté trop fort ? J'essaie de chanter doucement pour la sieste, mais parfois la musique porte. » Richard la fixa, incapable de parler. De près, la ressemblance était encore plus frappante. La forme de son visage, la façon dont elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille, la nuance exacte de ses yeux, c'était comme regarder un fantôme. Non pas un fantôme, comme regarder Clara grandir. « Cette chanson, réussit-il à dire, sa voix rauque, où l'avez-vous apprise ?» La femme, son badge de nom indiquait Mademoiselle Adams, parut perplexe. « C'est juste quelque chose que j'ai toujours su. Ma mère me la chantait quand j'étais très petite, avant qu'elle ne décède. Je ne me souviens pas vraiment d'elle, mais je me souviens de cette berceuse. C'est l'un de mes premiers souvenirs. » Les genoux de Richard fléchirent, presque. « Votre mère? Quel était son nom? »« Mary Adams. Mais je me souviens à peine d'elle. Elle est décédée quand j'avais 6 ans, et j'ai été élevé par ma grand-mère après ça, puis par des familles d'accueil quand grand-mère est tombée malade. » Elle étudia son visage avec inquiétude. « Monsieur, ça va? Vous avez l'air pâle. Voulez-vous de l'eau? Quel est votre prénom? » murmura Richard. « Claire. Claire Adams. » Le monde bascula sous ses pieds. Pas Clara, mais Claire. Assez proche pour faire battre son cœur plus vite, assez proche pour qu'il se pose des questions. Mais cette jeune femme avait visiblement la vingtaine, et non 26 ans comme Clara l'aurait maintenant. Pourtant, la chanson, la ressemblance, le nom, ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Je suis désolé, je devrais me présenter », dit-il en tendant une main tremblante. « Richard Blackwood, ma fondation a financé votre laboratoire de technologie. » Son visage s'illumina de reconnaissance. « Oh, monsieur Blackwood, merci beaucoup. Les enfants adorent les nouveaux ordinateurs. Voulez-vous voir ce sur quoi ils ont travaillé? En fait, Richard hésita, essayant de se ressaisir. « Cette berceuse que vous chantiez, elle est très spéciale pour moi. Ma fille avait l'habitude de la chanter. Elle a disparu depuis 20 ans. » L'expression de Claire passa de la curiosité à la sympathie. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Ça doit être incroyablement difficile. » Elle avait 6 ans quand elle a disparu. Lors d'un pique-nique familial à Lincoln Park, elle s'appelait Clara. Le visage de Claire pâlit. « Clara? C'est presque mon nom. » « Oui, et elle adorait cette chanson. Nous l'avons inventée ensemble. » Richard examina attentivement son visage. « Vous avez dit que vous aviez 6 ans quand votre mère est décédée? »« Oui, mais... » Claire recula légèrement, la confusion fronçant ses sourcils. « Monsieur Blackwood, c'est une conversation très étrange. Vous insinuez... » « Je ne sais pas ce que j'insinue, » admit Richard. « Mais vous devez admettre que les coïncidences sont remarquables. La chanson, le nom, l'âge... Parlez-moi de votre petite enfance. Que vous souvenez-vous » Claire se serra les bras autour d'elle. Pas grand-chose en vérité. Des foyers. Surtout, on m'a dit que ma mère était décédée dans un accident de voiture et que je n'avais pas d'autre famille. Ma grand-mère s'est occupée de moi pendant un certain temps, mais elle avait la maladie d'Alzheimer et n'a pas pu gérer. J'ai été ballottée d'un foyer à l'autre jusqu'à ce que je sorte du système. Avez-vous des photos ? Des documents d'avant le décès de votre mère? Quelques affaires, quelques photos qui sont assez fanées, un médaillon qui appartiendrait à ma mère. Elle toucha inconsciemment son cou. « Pourquoi me demandez-vous ça ?» L'esprit de Richard s'emballa. Il devait être prudent. Il ne pouvait pas simplement faire irruption dans la classe de cette jeune femme et bouleverser toute sa compréhension de son identité sur la base d'une chanson et d'une ressemblance. Mais il ne pouvait pas non plus s'en aller. Pas quand elle pourrait être Clara. Pas quand elle pourrait être sa fille. « J'aimerais mieux vous connaître, » dit-il finalement. « Seriez-vous intéressé par un dîner un de ces jours? Je pourrais vous en dire plus sur ma fille, sur ce qui s'est passé. Et peut-être pourriez-vous m'en dire plus sur votre enfance. » Claire hésita.
clairement incertaine d'accepter une invitation à dîner d'un inconnu aisé qui semblait convaincu qu'elle pourrait être quelqu'un d'autre. « Monsieur Blackwood, j'apprécie votre offre, mais tout cela est très bouleversant. Vous suggérez que je pourrais être... Mais c'est impossible. Je sais qui je suis. »« Bien sûr que oui, » dit rapidement Richard. « Je n'essaie pas de vous contrarier. C'est juste que la perte de Clara a été la pire chose qui me soit jamais arrivée. Et quand je vous ai entendu chanter notre chanson, je devais en savoir plus. » La cloche de l'école sonna, signalant la fin de la sieste. Par la porte de la classe, Richard put entendre les enfants commencer à s'agiter. Claire semblait partagée entre le retour auprès de ses élèves et la poursuite de cette conversation surréaliste. « Je devrais retourner dans ma classe, dit-elle. Mais peut-être pourrions-nous en parler davantage. Pas un dîner tout de suite, mais un café peut-être? Il y a un café près de l'école, Le Grain. J'y vais généralement après le travail. »« Le vendredi. » »« Oui, dit Richard avec empressement. Oui, j'aimerais beaucoup ça. »« D'accord. Ce vendredi vers 16h30. J'y serai pendant environ 1 heure. » Richard lui tendit sa carte de visite, ses mains tremblant encore légèrement. « Merci, mademoiselle Adams. Je vous verrai vendredi. » Alors qu'il s'éloignait, Richard l'entendit retourner dans la classe, sa voix vive et joyeuse alors qu'elle saluait les enfants qui se réveillaient. Mais dans son esprit, tout ce qu'il pouvait entendre, c'était sa chanson. Cette berceuse, leur berceuse, celle qu'il avait liée à Clara pendant 20 ans d'angoisse. Il arriva à sa voiture avant que les larmes ne viennent. 20 ans. De recherche, d'espoir, de fausses pistes et de déceptions écrasantes. Et maintenant, cette jeune femme qui ressemblait à Clara, qui chantait leur chanson, qui avait un nom similaire et avait le bon âge. Cela pourrait être une coïncidence. C'était probablement une coïncidence. Mais, et si ce n'en était pas une? Richard resta assis dans sa Tesla Model S sur le parking de l'école pendant 30 minutes, la pluie battant sur le toit, alors qu'il essayait de traiter ce qui venait de se passer. Quand il se calma suffisamment pour conduire, il avait un plan. Il appellerait son enquêteur privé, Marcus Chen, l'homme qui avait passé des années à traquer les pistes concernant la disparition de Clara. Marcus l'aiderait à enquêter discrètement sur Claire Adams. Il serait prudent, minutieux, et par-dessus tout, respectueux de cette jeune femme qui pourrait être une inconnue, ou pourrait être sa fille. Mais d'abord, il devait faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Il devait visiter la chambre de Clara, le sanctuaire qu'il avait entretenu dans son penthouse, exactement comme elle l'avait laissé il y a 20 ans. Il devait s'asseoir au milieu de ses animaux en peluche et de ses jouets, et se souvenir de chaque détail de la chanson qu'ils avaient créée ensemble, pour s'assurer qu'il n'avait pas imaginé la correspondance parfaite. Alors que Richard traversait les rues du centre-ville de Paris, la pluie continuant de tomber, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 2 décennies. L'espoir. Il était fragile et terrifiant, mais il était là, se renforçant à chaque kilomètre. Peut-être, juste peut-être, la berceuse qui avait hanté ses rêves pendant 20 ans l'avait enfin ramené chez lui. Ce soir-là, Richard se tenait dans la chambre préservée de Clara, une pièce qui existait hors du temps dans son appartement en penthouse. Tout restait exactement comme il était le matin de sa disparition. Le lit avec sa couverture à papillons, l'éléphant en peluche qu'elle appelait Cacahuète, la table à dessin où elle avait créé des centaines d'images colorées, maintenant soigneusement conservées dans des albums. Les murs étaient peints en jaune pâle, avec des papillons peints à la main dansant autour du plafond, les préférés de Clara. Il s'assit sur son petit lit et se mit à fredonner la berceuse, puis à la chanter doucement. Chaque vers revint parfaitement, y compris les ajouts improvisés qu'ils avaient faits ensemble. Le vers sur les papillons montrant le chemin avait été ajouté la semaine avant sa disparition, après qu'elle ait passé un après-midi à chasser les monarques dans leur jardin. Le vers sur « Danse avec moi d'où tu es » venait de Clara elle-même, sa façon d'inclure celui qui lui chantait dans les aventures imaginaires de la chanson. Non, il n'avait pas imaginé cela. Claire Adams avait chanté leur chanson note pour note, mot pour mot. Il était impossible qu'elle la connaisse à moins qu'elle ne soit Clara. Mais comment? Comment pouvait-elle être vivante alors que la police n'avait trouvé aucune trace? Comment pouvait-elle ne pas savoir qui elle était? Comment 20 ans avait-il pu passer sans qu'il ne la retrouve? Richard prit la photo encadrée de la table de chevet de Clara, sa photo préférée d'eux ensemble.
Ils étaient dans leur jardin, Clara sur ses épaules, tous les deux riant de quelque chose que Margaret avait dit en prenant la photo. Clara portait les barrettes papillons violettes qu'elle adorait, ses boucles rousses capturant la lumière du soleil. En la regardant maintenant, puis en pensant à Claire Adams, la ressemblance était indéniable. Il appela Marcus Chen. « Richard, » répondit Marcus dès la première sonnerie. « C'est tard, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un, minutieusement mais discrètement, une enseignante nommée Claire Adams à l'école. Élémentaire, Lincoln. Je crois qu'elle pourrait être... » La voix de Richard se brisa. « Je crois qu'elle pourrait être Clara. » Marcus resta silencieux pendant un long moment. Il avait été avec Richard depuis le début, avait chassé des centaines de fausses pistes, avait vu l'espoir de Richard mourir un peu plus à chaque fois. « Richard, tu connais les probabilités. On est déjà passé par là. » Elle chantait. La berceuse, Marcus. Notre berceuse. Chaque note, chaque mot. Elle ressemble à ce que Clara serait maintenant. Elle a le bon âge, a été orpheline à 6 ans. Son prénom est presque identique. « Je commence demain, » dit Marcus doucement. « Que savez-vous sur elle ?» Richard partagea tout ce qu'il avait appris, chaque détail de la conversation, chaque nuance de l'apparence de Claire. Marcus prit des notes, professionnelles comme toujours. « Je serai minutieux, » promit Marcus. « Mais Richard, préparez-vous, c'est probablement une coïncidence. »« Je sais, » dit Richard. « Mais et si ce n'en est pas... » « Une ?» Cette nuit-là, Richard ne put pas dormir. Il arpenta son pentouse, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Il avait déjà été blessé par de fausses alertes, des femmes qui ressemblaient vaguement à Clara, qui avaient été trouvées au bon moment, au bon endroit. À chaque fois, les tests ADN avaient brisé ses espoirs. À chaque fois, la pire déception avait été plus difficile à supporter. Mais cette fois, c'était différent. La berceuse n'était pas quelque chose qui pouvait s'expliquer par la coïncidence. Ce n'était pas une chanson populaire, ni une comptine traditionnelle. C'était la leur, créée dans l'espace sacré entre père et fille, partagée avec personne d'autre. Si Claire Adams la connaissait, il n'y avait qu'une seule explication. Le lendemain matin, Richard arriva tôt à son bureau, mais il ne pouvait pas se concentrer. Son assistante, Hélène, le remarqua immédiatement. « Monsieur Blackwood, vous avez l'air épuisé. Dois-je reprogrammer vos réunions ?»« Non, » dit Richard, puis il se ravisa. « En fait, oui. Annulez tout aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Au lieu de travailler, Richard se retrouva à conduire dans Paris, en passant devant les endroits où il avait cherché Clara il y a 20 ans. Le jardin du Luxembourg, où elle avait disparu. Le commissariat de police, où il avait attendu des heures pour des mises à jour. Les quartiers où des bénévoles avaient affiché des milliers d'avis de recherche. Chaque lieu ravivait des vagues de souvenirs et de douleurs. Il s'arrêta au café que Claire avait mentionné, Le Grain, 2 jours avant leur rencontre prévue. C'était un petit endroit douillet, avec des murs en briques apparentes et des œuvres d'art locales. Le barista, un jeune homme aux yeux gentils, le salua chaleureusement. « C'est votre première fois ici ?» demanda-t-il alors que Richard commandait un café noir. « Oui. Une enseignante de l'école élémentaire Lincoln me l'a recommandé. »« Oh, vous devez parler de mademoiselle Adams. Elle vient ici presque tous les vendredis. Une dame charmante. Les enfants l'adorent. » Le cœur de Richard fit un bond. « Vous la connaissez bien ?»« Assez bien. Elle vient ici depuis quelques années. Commande toujours la même chose, un chai latte avec de la cannelle en plus. Généralement, elle s'assoit dans ce coin du comptoir à corriger des copies ou à lire. » Le barista désigna un coin près de la fenêtre. Elle a cette qualité triste en elle parfois, comme si elle était perdue dans ses pensées, mais elle est toujours gentille avec tout le monde. « Triste ?» demanda Richard. « Pas triste exactement. Mélancolique peut-être, comme si elle pensait à quelque chose de lointain. Ma petite amie, qui est aussi enseignante, dit que certaines personnes portent en elles de vieilles douleurs. Peut-être que tout le monde le fait. » Richard remercia le barista et partit, l'esprit en ébullition. Vieille douleur, mélancolique. Claire Adams pensait-elle à des souvenirs qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir? Portait-elle le poids inconscient d'une enfance volée? Marcus appela mercredi matin avec son premier rapport. Son histoire concorde en surface, dit-il. Claire Adams, 26 ans, née à Rockford, Illinois. Sa mère, Mary Adams, est décédée dans un accident de voiture quand Claire avait 6 ans. Son père inconnu. Élevée par sa grand-mère Sarah Adams pendant 6 mois avant d'être placée en famille d'accueil.
Les dossiers du département des services à l'enfance et à la famille montrent de multiples placements tout au long de son enfance. Mais Richard sentit qu'il y avait plus. Les dossiers sont minces, presque anormalement. Aucun dossier d'hôpital à la naissance, aucun dossier scolaire avant l'âge de 7 ans. Ce n'est pas rare, surtout pour les enfants qui ont été placés, mais c'est remarquable. Et la grand-mère? Sarah Adams est décédée il y a 8 ans, la maladie d'Alzheimer, mais je suis en train de retrouver d'anciens tuteurs et d'essayer de trouver d'autres documents. Et l'accident de voiture? La mort de la mère? C'est là que ça devient intéressant. J'ai trouvé le rapport d'accident. Mary Adams est décédée dans un accident de voiture sur la route 41. Mais voici le hic. Il n'y avait aucun enfant dans la voiture. Le rapport indique spécifiquement qu'elle était seule. Le souffle de Richard se coupa. Alors, comment? Claire s'est-elle retrouvée en famille d'accueil? C'est ce que j'essaie de comprendre. Quelqu'un l'a confiée aux services sociaux 6 mois après la prétendue mort de sa mère. La grand-mère apparemment, mais la signature sur les documents est hésitante. Et il y a un trou dans l'histoire qui n'a pas vraiment de sens. Continuez à creuser, dit Richard, quel qu'en soit le prix. Richard, la voix de Marcus était douce. Je dois vous le demander. Avez-vous envisagé que, même si cette femme est votre fille, elle ne le sache pas? Si quelqu'un a enlevé Clara et créé cette identité pour elle, cela aurait été traumatisant. Elle aurait été très jeune? Richard avait envisagé cela, avait veillé en imaginant les possibilités. Si elle est Clara, nous l'aiderons à se souvenir lentement. Nous lui trouverons les meilleurs thérapeutes, les soins les plus délicats. Mais d'abord, nous devons savoir. Le vendredi après-midi arriva avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre à Paris. Richard arriva à Le Grain 10 minutes plus tôt, commandant un café qu'il ne voulait pas vraiment, choisissant une table où il pouvait voir l'entrée sans avoir l'air d'attendre. À 16h30 précise, Claire Adams entra. Elle avait l'air différente de ce qu'il avait vu à l'école, plus détendue en jean et en pull bleu doux, ses cheveux lâchés sur ses épaules. Elle regarda autour d'elle, repéra Richard et lui fit un signe de la main avec un sourire qui semblait à la fois nerveux et sincère. « Monsieur Blackwood, dit-elle, en s'approchant, j'espère que vous n'avez pas attendu longtemps. Pas du tout. Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? Un thé? En fait, je prendrai un chai latte avec de la cannelle en plus. C'est ma boisson habituelle. » Richard sourit, se souvenant des paroles du barista, et partit commander pour « elle ». Quand il revint, Claire regardait par la fenêtre les passants. Cette expression mélancolique que le barista avait mentionnée, évidente sur son visage. « Vous aviez l'air perdu dans vos pensées », observa Richard en s'asseyant. « Ça m'arrive parfois, » admit Claire, de me laisser prendre à penser à des choses dont je ne me souviens pas tout à fait. Ma thérapeute dit que c'est normal pour les personnes qui ont subi des traumatismes, surtout quand elles étaient enfants. Vous voyez une thérapeute? Oui, depuis des années, par intermittence. Les foyers n'étaient pas faciles. De plus, j'ai toujours eu ces rêves, ces fragments de souvenirs qui ne correspondent pas vraiment à ce que je sais de mon enfance. Ma thérapeute m'aide à les travailler. Richard se pencha en avant. Quel genre de fragments? Claire hésita, débattant clairement de ce qu'elle devait partager avec cet inconnu virtuel. Des souvenirs d'un jardin avec des papillons, une grande maison avec un escalier incurvé, un chat nommé quelque chose commençant par un W. Ils semblent réels, mais ils ne correspondent pas à mon enfance réelle, vivant avec ma grand-mère puis dans des foyers. Les mains de Richard tremblèrent alors qu'il levait son café. Moustache. Leur chat s'appelait Moustache. Clara l'avait nommé elle-même, insistant sur ce nom malgré la préférence de Margaret pour quelque chose de plus sophistiqué. Le jardin aux papillons a l'air magnifique, réussit-il à dire. J'ai toujours aimé les papillons. Je n'ai jamais su pourquoi. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait emmené là-bas pour les voir, mais elles me semblent importantes d'une manière ou d'une autre. Claire sirota son chai latte, étudiant le visage de Richard. Vous vous intéressez beaucoup à mes souvenirs d'enfance. Je suis désolé si je suis intrusif. C'est juste que Clara aimait aussi les papillons. Sa chambre avait des papillons partout. La couette, les décalcomanies murales, les barrettes. Et nous avions un jardin où elle adorait les chasser. Claire posa sa tasse avec précaution. « Monsieur Blackwood, puis-je vous demander quelque chose directement ?»« Bien sûr. Quand vous m'avez entendu chanter cette berceuse, qu'avez-vous pensé exactement?
Pensez-vous que je pourrais être votre fille? Richard soutint son regard. Je ne sais pas, mais oui, la pensée m'a traversé l'esprit. La ressemblance, la chanson, l'âge, l'amour des papillons. C'est beaucoup de coïncidences. Ce serait le cas, admit doucement Claire. Si ce sont des coïncidences. Ils restèrent silencieux un instant, le poids de la possibilité planant entre eux. Mon enquêteur se renseigne sur vos antécédents, admit Richard. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je devais en savoir plus. A-t-il trouvé quelque chose? Quelques incohérences dans les dossiers. Rien de concluant pour l'instant. Richard fit une pause. Accepteriez-vous de faire un test ADN? Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Oui, je crois que oui. Je me suis toujours interrogé sur ma famille, sur d'où je venais vraiment. L'histoire qu'on m'a racontée ne m'a jamais semblé complète. Nous pourrions le faire discrètement, en privé. Si les résultats sont négatifs, nous pourrons tous les deux continuer nos vies. Et s'ils sont positifs? La voix de Richard était empreinte d'émotion. Alors je passerai le reste de ma vie à essayer de rattraper 20 ans d'ignorance. Claire tendit la main et lui toucha brièvement la main. Vous l'aimiez vraiment. L'aimez, votre Clara. Elle était tout pour moi. Laisse toujours. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle, que je me demande où elle est, si elle est en sécurité, si elle est heureuse. Je ne peux pas imaginer perdre un enfant comme ça. Ils parlèrent encore 1 heure d'autres sujets plus sûrs, son enseignement, le travail de sa fondation. Mais sous la conversation de surface, tous les deux étaient en train de traiter la plus grande possibilité qui planait sur eux. Quand Claire dut finalement partir, elle sembla vraiment réticente à s'en aller. « C'est probablement prématuré, » dit-elle alors qu'ils se préparaient à se séparer. « Mais aimeriez-vous dîner ?»« La semaine prochaine. J'aimerais en savoir plus sur Clara, sur ce qu'elle était. J'adorerais ça, » répondit Richard. Ce week-end, Richard se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Parcourir les anciens albums photos et vidéos de Clara. Il voulait rafraîchir sa mémoire de chaque détail au cas où il aurait besoin d'aider Claire à se souvenir. Les vidéos étaient les plus difficiles à regarder. Clara, âgée de 6 ans, chantant la berceuse de sa petite voix, dansant dans le salon, chassant moustache dans la maison. Dans une vidéo, elle était dans le jardin aux papillons, agenouillée parmi les fleurs, les mains en coupe, essayant d'attraper un monarque. « Regarde, papa !» cria-t-elle dans la vidéo. « Je vais en attraper un pour maman. » La voix de Margaret pouvait être entendue derrière la caméra. « Sois gentille, ma chérie. Ils sont fragiles. »« Je sais, maman, je fais attention. » Alors que Richard regardait, Clara, âgée de 6 ans, s'approcha prudemment d'un papillon qui s'était posé sur un souci jaune. Pendant un instant, il sembla qu'elle pourrait vraiment l'attraper, mais à la dernière seconde, il s'envola. Clara éclata de rire plutôt que d'être déçue. « Il m'a échappé !» s'exclama-t-elle. « Tout comme dans notre chanson. » Richard stoppa la vidéo, les larmes coulant sur son visage. La femme qu'il avait rencontrée chantait cette chanson parfaitement. Elle avait des fragments de souvenirs concernant des jardins aux papillons. Elle avait les mêmes yeux, la même façon de pencher la tête en réfléchissant. Son téléphone sonna. Marcus. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Marcus sans préambule. La grand-mère, Sarah Adams. J'ai retrouvé l'une de ses anciennes aides à domicile. La femme se souvient que Sarah parlait d'avoir une petite fille, mais elle se souvient aussi que Sarah semblait perplexe à ce sujet. Perplexe comment? L'aide a dit que Sarah parlait parfois d'une petite fille qu'elle élevait, mais qu'à d'autres moments, elle semblait surprise d'entendre parler d'avoir une famille. L'aide pensait que c'était la démence, mais maintenant je me demande si Sarah n'était pas du tout confuse, et si elle savait que quelque chose clochait. Continuez à enquêter, dit Richard. Il y a autre chose. J'ai trouvé qu'il y a eu effraction au domicile de Sarah Adams environ 3 semaines après le décès de Mary Adams. Rien de précieux n'a été volé, mais la maison a été fouillée à fond, comme si quelqu'un cherchait quelque chose de précis. Ou quelqu'un. C'est ce que je pense. Le dîner avec Claire était prévu pour le mardi suivant dans un restaurant tranquille du centre-ville. Richard arriva tôt, une fois de plus, sa nervosité palpable. Il n'avait pensé à rien d'autre depuis leur rencontre autour d'un café. Le test ADN était prévu pour le lendemain, un simple test par écouvillonnage qui fournirait des réponses définitives dans les 48 heures. Claire arriva portant une simple robe noire qui, d'une manière ou d'une autre, la faisait encore plus ressembler à ce que Richard imaginait que Clara aurait l'air d'avoir à l'âge adulte.
Elle semblait nerveuse aussi, tripotant un médaillon autour de son cou. « C'est le médaillon dont vous avez parlé ?» demanda Richard, après qu'il ait commandé. « Oui, apparemment celui de ma mère. » Elle le détacha et le lui tendit. « Il y a une photo à l'intérieur, mais elle est si fanée qu'on peut à peine distinguer le visage. » Richard ouvrit le médaillon d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait en effet une photographie fanée, trop floue pour distinguer les traits. Mais ce n'était pas une photo de Mary Adams. Richard était presque certain que c'était une photo de Clara, enfant. Il avait vu suffisamment de photos de son bébé pour reconnaître la forme, même fanée et endommagée par l'eau. Avez-vous déjà essayé de restaurer la photo? Peut-être de l'améliorer numériquement? J'y ai pensé. Mais j'ai aussi eu peur de le faire. Et si elle ne montrait pas ce que j'espère? Richard comprenait cette peur intimement. Combien de fois avait-il évité de regarder de trop près les preuves concernant Clara, craignant soit un faux espoir, soit une déception dévastatrice? « Claire, dit-il prudemment, demain, nous saurons avec certitude si vous êtes Clara. Que ressentez-vous à ce sujet ?» Elle resta silencieuse un long moment. « Terrifiée, admit-elle. Si je ne suis pas elle, je vous décevrai et je continuerai à me poser des questions sur mon passé. Si je suis elle, toute ma vie a été un mensonge. » « Pas un mensonge, dit doucement Richard. Vous avez vécu une vie authentique. Vous êtes devenue une personne merveilleuse, une enseignante qui se soucie visiblement de ses élèves. Si vous êtes Clara, vous avez survécu à quelque chose de terrible et avez quand même construit une vie. Ce n'est pas rien, c'est tout. Des larmes montèrent aux yeux de Claire. « Vous êtes très gentil. Je comprends pourquoi Clara vous aimait tant. »« J'espère qu'elle vous aime encore, » murmura Richard. Le lendemain, ils se sont rencontrés au bureau de Marcus pour le test ADN. C'était étonnamment simple, juste un frottis buccal qui fournirait des réponses définitives dans les 48 heures. Le docteur Martinez, le généticien que Marcus avait contacté, expliqua le processus tout en effectuant le test. « Nous comparerons vos marqueurs ADN avec ceux de M. Blackwood. Si Claire est sa fille biologique, il y aura des marqueurs génétiques incontestables qui correspondront. Le test est précis à 99,9%. Après le prélèvement des échantillons, il n'y avait plus qu'à attendre. Richard invita Claire à déjeuner, mais elle refusa, disant qu'elle avait besoin d'un peu de temps seule. « Je vous appellerai dès que nous aurons les résultats, » promit Richard. Ces 48 heures furent les plus longues de la vie de Richard. Il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, ne pouvait rien faire. Il se retrouva à arpenter la chambre préservée de Clara, à regarder des photos de bébé, des photos de lui, adulte, essayant d'imaginer leur superposition sur le visage de Claire. Marcus appela à 14h47 le jeudi. « Richard, dit-il, sa voix étrange, vous devez vous asseoir. Dites-le-moi simplement. C'est votre fille. Le test est concluant. Claire Adams et Clara Blackwood. » Richard s'effondra dans sa chaise. Le téléphone, glissant de ses doigts soudainement sans force. C'était vrai. L'impossible était vrai, sa fille était vivante. Elle était vivante, et elle enseignait en CP à Paris, et elle avait été à 25 kilomètres de lui pendant des années. Il décrocha le téléphone. « Marcus, vous en êtes sûr? J'ai regardé les résultats 3 fois. Il n'y a aucun doute. Elle est votre fille, Richard. Clara est vivante. » Richard éclata en sanglots, les sanglots profonds et déchirants de 20 ans de chagrin enfin libérés. Sa fille était vivante. Elle était en sécurité. Elle était merveilleuse. Elle était assez proche pour être touchée. Mais comment était-elle devenue Claire Adams? Comment lui avait-elle été enlevée pendant 20 ans? Et comment allait-il lui dire que tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie était faux? Richard appela Claire immédiatement, après s'être repris. « C'est positif, » dit-il quand elle répondit. « Claire, tu es ma fille, tu es Clara. » Le silence. À l'autre bout du fil, s'éternisa tellement que Richard pensa que l'appel avait été coupé. « Claire, es-tu là ?»« Je suis là, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas quoi ressentir. Une partie de moi espérait, mais une autre partie n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Peut-on se rencontrer? Je pense qu'il faut qu'on en parle. » « En personne. »« Oui, rencontrons-nous. Dans mon appartement, peut-être. Je crois que je ne peux pas gérer d'être en public pour cette conversation. » Richard fut à son adresse en moins d'1 heure. Claire vivait dans un petit appartement, mais bien rangé, dans le quartier de Belleville, à quelques pas de l'école, élémentaire Lincoln.
Elle ouvrit la porte, les yeux rougis et un mouchoir à la main, ayant clairement pleuré depuis leur conversation. « Entrez », dit-elle doucement. Son appartement était modeste, mais chaleureux, rempli d'œuvres d'art d'élèves et de photos des classes qu'elle avait enseignées. Sur une étagère, Richard aperçut plusieurs objets sur le thème des papillons. Une figurine en céramique, un album photo intitulé « Papillons d'Amérique du Nord », un coussin brodé de monarques. Même sans t'en souvenir, tu étais toujours attiré par eux, observa Richard. Claire hocha la tête. Je n'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, ça prend tout son sens. Ils s'assirent sur son canapé, tous les deux incertains de la façon de commencer cette conversation. Ton nom, dit Richard. Clara Claire. Est-ce que quelqu'un l'a changé pour te protéger? Ou as-tu toujours été Claire? Je ne sais pas. J'ai toujours été Claire Adams. Mais si mon vrai nom est Clara? Elle fit une pause, semblant tester le son. Clara Blackwood. Ça me semble étranger. Tu n'as rien besoin de changer chez toi, l'assura Richard. Si tu veux être Claire Adams, sois Claire Adams. Si tu veux être Clara Blackwood ou Claire Blackwood, c'est très bien aussi. Cela ne doit pas changer qui tu es maintenant. Mais ça change tout sur d'où je viens. Claire le regarda intensément. Parlez-moi de ce jour-là, le jour où j'ai disparu. Richard prit une profonde inspiration et lui parla du pique-nique familial au jardin du Luxembourg, de Margaret préparant le repas pendant qu'il lisait le journal à l'ombre, de Clara chassant les papillons vers le bassin. Il lui raconta le moment où ils ont réalisé qu'elle avait disparu, les recherches frénétiques, l'enquête de la police qui s'ensuivit. « Nous avons cherché partout, termina-t-il, pendant des mois, puis des années. J'ai engagé des détectives, privé, offert des récompenses, sans jamais cesser d'espérer. Mais il n'y a jamais eu aucune trace. Quelqu'un m'a enlevé, dit doucement Claire. Quelqu'un m'a volé, et vous a créé toute une fausse vie pour moi. C'est l'impression que ça donne. Marcus enquête, essayant de reconstituer ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est que tu sois là maintenant. Tu es en sécurité, tu es vivante. » Claire resta silencieuse pendant longtemps. « Je n'arrête. Pas d'attendre de ressentir comme si je me souvenais de vous. Ne devrais-je rien me souvenir, n'importe quoi. Tu étais très jeune, et les traumatismes peuvent supprimer les souvenirs, mais peut-être que certaines choses reviendront maintenant que tu connais la vérité. » Ce soir-là, Richard montra à Claire des photos sur son téléphone, des douzaines de photos d'elle, bébé et jeune enfant. Claire les étudia attentivement, posant des questions sur leur vie avant sa disparition. « Parlez-moi de ma mère, dit-elle, votre ex-femme. » Richard hésita. Sa relation avec Margaret s'était mal terminée après la disparition de Clara. Le chagrin les avait séparés, chacun blâmant l'autre, chacun incapable de se réconforter tout en se noyant dans sa propre douleur. « Elle s'appelle Margaret. Elle est avocate. Nous avons divorcé environ 5 ans après votre disparition. Le stress de votre perte, l'enquête, le chagrin ont détruit notre mariage. Est-ce qu'elle est au courant pour moi? Que j'ai été retrouvé? Pas encore. Je voulais vous parler en premier, m'assurer que vous étiez prête avant d'impliquer d'autres personnes. » Claire hocha la tête. « J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. C'est beaucoup. » « Bien sûr, nous irons au rythme qui vous convient. » Alors que Richard se préparait à partir, Claire l'embrassa. Ce fut maladroit au début. 2 inconnus qui étaient père et fille, essayant de s'approprier une intimité qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de développer. Mais pendant un instant, Richard perçut une trace du lien qu'ils avaient autrefois partagé, et il dut réprimer ses larmes. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. L'enquête de Marcus révéla des détails plus troublants. Mary Adams avait été l'amie de leur ancienne nounou, Rosa Martinez, qui avait disparu immédiatement après la disparition de Clara. Rosa était originaire du Mexique, avait travaillé pour plusieurs familles aisées de Paris et avait toujours semblé dévouée à Clara. « Nous pensons que Rosa a enlevé Clara et l'a confiée à Mary Adams pour qu'elle l'élève, » expliqua Marcus lors d'une réunion dans le bureau de Richard. Mary Adams était stérile, avait toujours voulu des enfants. Rosa lui a probablement raconté une histoire sur Clara abandonnée ou non désirée. « Mais pourquoi ?» demanda Richard. « Qu'est-ce que Rosa a gagné en enlevant Clara ?»« De l'argent, très probablement. Il y a eu un retrait important d'un compte offshore lié à Rosa juste avant sa disparition. Quelqu'un l'a payé pour prendre Clara. » « Qui aurait fait ça ?»
Marcus sembla mal à l'aise. Nous enquêtons toujours, mais il y avait plusieurs rivaux commerciaux qui avaient des rancunes contre vous à l'époque. Enlever votre fille aurait été la vengeance ultime. Richard se sentit mal. Quelqu'un avait volé sa fille pour se venger de lui. Clara avait passé 20 ans à vivre dans le mensonge à cause de ses affaires, parce que quelqu'un avait voulu lui faire du mal de la manière la plus cruelle possible. Claire prit la nouvelle mieux que Richard ne s'y attendait. « D'une certaine manière, ça a du sens », dit-elle quand il lui raconta ce qu'ils avaient appris. « J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait des morceaux à l'histoire de mon enfance. Ça en explique certains. » Ils prenaient à nouveau un café à Le Grain, qui était devenu leur lieu de rencontre habituel. Au cours de la semaine écoulée, ils s'étaient vus presque tous les jours, construisant soigneusement une relation qui comblait le fossé entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils devenaient. Claire avait pris quelques jours de congé de l'école pour tout traiter, et Richard avait complètement dégagé son emploi du temps. « Avez-vous dit à Margaret ?» demanda Claire en remuant son chélate. Richard hocha la tête. « Je l'ai appelée hier. Elle s'est effondrée complètement. Elle veut vous voir, mais je lui ai dit que nous déciderions ensemble quand vous serez prête. Comment va-t-elle ? Elle s'est remariée il y a une dizaine d'années, a 2 beaux enfants, mais elle n'a jamais cessé de vous pleurer. N'a jamais cessé de s'en vouloir d'avoir détourné le regard lors de ce pique-nique. » Claire se tut. « J'aimerais me souvenir d'elle. Parfois, je fais des rêves d'une femme aux cheveux noirs, mais je ne peux jamais voir clairement son visage. Peut-être que la rencontrer aidera à déclencher certains souvenirs. »« Peut-être. » Claire fit une pause. « Richard, puis-je vous demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Pourquoi avez-vous gardé ma chambre exactement telle qu'elle ? Pendant 20 ans ?» Richard baissa les yeux sur son café. « Au début, c'était l'espoir. Je pensais que vous reviendriez à la maison et que rien n'aurait changé. Puis c'est devenu, je ne sais pas, un sanctuaire, je suppose. La seule chose qui me restait de vous. Ça a dû être douloureux, vivre avec ce rappel constant. Plus douloureux que de le changer n'aurait été. » Ils restèrent silencieux un instant, regardant les gens passer devant la fenêtre. « J'ai réfléchi aux souvenirs, » dit finalement Claire. « Ma thérapeute dit que les souvenirs retrouvés peuvent être peu fiables, mais certaines choses sont revenues. De petits morceaux, comme quoi ? Un chat gris et blanc qui dormait sur mon lit. Moustache, dit doucement Richard. Oui, ce nom me semble juste. Et il y avait une chanson que vous jouiez sur un vieux tourne-disque. Quelque chose sur les oiseaux et le printemps. » Richard sourit. « La vie en rose d'Édith Piaf. Vous dansiez dessus. » Les yeux de Claire s'illuminèrent. « Je me souviens de danser, tourner en rond jusqu'à ce que j'aie le vertige. » Ces petits moments de reconnaissance devinrent précieux pour Richard. Chaque souvenir qui refaisait surface était comme retrouver une autre pièce de sa fille après des années sans rien. Marcus poursuivit son enquête, révélant davantage de l'intrigue. La personne derrière l'enlèvement de Clara s'avéra être James Cardwell, un ancien partenaire commercial qui s'était senti trahi par Richard lors d'une importante transaction immobilière. Cardwell avait perdu des millions et sa réputation lorsque Richard avait révélé ses pratiques comptables frauduleuses. « Il vit en Argentine depuis 18 ans, » rapporta Marcus. « L'extradition est peut-être possible, mais l'affaire remonte à 20 ans. La prescription pourrait être un problème. »« Je ne me soucie pas de la vengeance, » dit Richard. « J'ai retrouvé Clara. C'est tout ce qui compte. » Mais Claire ressentait les choses différemment. « Il nous a volé 20 ans, » dit-elle quand Richard partagea l'information. « 20 ans où vous ne saviez pas que j'étais vivante. 20 ans où je ne connaissais pas ma vraie famille. Cela doit bien vouloir dire quelque chose. » Richard comprit sa colère. Il la ressentait aussi, mais il était plus concentré sur l'avenir que sur le passé. « Nous poursuivrons ce que nous pourrons légalement, mais je ne veux pas perdre plus de temps dans la haine et les batailles juridiques. Je veux apprendre à connaître ma fille. » Claire sourit à cela. « J'aime quand vous m'appelez comme ça. Votre fille, ça commence à devenir réel. » 2 semaines après la confirmation de l'ADN, Claire se sentit prête à rencontrer Margaret. Elles ont convenu de se rencontrer au penthouse de Richard, où elles pourraient avoir de l'intimité, et où Margaret pourrait voir la chambre préservée de Clara. Richard était nerveux en attendant l'arrivée de Margaret. Il lui avait raconté d'innombrables détails sur la découverte de Claire, mais la voix rendrait les choses réelles d'une manière que les mots ne pouvaient pas faire. Margaret arriva exactement à l'heure, ayant l'air plus âgée que ses 54 ans, mais toujours élégante comme Richard se souvenait.
Elle portait le même parfum qu'elle avait préféré 20 ans auparavant, et ses cheveux noirs étaient plus courts, mais coiffés de la même manière. Elle avait toujours été belle, pensa Richard, mais le chagrin avait gravé des rides autour de ses yeux qui parlaient d'années de tristesse. « Elle est vraiment là ?» demanda Margaret, sa voix à peine un murmure. « Elle est vraiment là. » Claire sortit de la cuisine où elle attendait, probablement aussi nerveuse qu'eux. Au moment où Margaret la vit, elle haleta et se couvrit la bouche de ses deux mains. « Oh mon Dieu, c'est vraiment vous !» La ressemblance entre la mère et la fille était indéniable maintenant qu'elles étaient ensemble. Claire avait le teint de Richard, mais la structure du visage de Margaret, les mêmes pommettes élégantes et le cou gracieux. « Bonjour, Margaret, » dit doucement Claire. Margaret éclata en sanglots. « Je suis tellement désolée. J'ai détourné le regard juste un instant. Je me suis blâmée tous les jours pendant 20 ans. » Claire s'avança sans hésitation et étreignit sa mère. « Ce n'était pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir ce qui allait arriver. » Elles se serrèrent dans les bras et pleurèrent. 20 ans de chagrin et de culpabilité se déversant, en larmes qui parlaient au plus fort que les mots. Après qu'elles se furent toutes calmées, Richard suggéra de montrer à Claire son ancienne chambre. Tous les trois se tinrent dans l'embrasure de la porte, admirant l'enfance préservée qui avait attendu 2 décennies pour être réclamée. « C'est exactement comme je l'ai laissé, » murmura Margaret. « Vous avez tout gardé. »« J'ai tout gardé, » confirma Richard. Claire entra lentement, touchant les choses doucement, comme si elle pouvait s'effriter. Elle prit l'éléphant en peluche, Cacahuète, et le serra contre elle. « Je me souviens de ça, » dit-elle doucement. « J'avais l'habitude de dormir avec lui tous les soirs. » Elle se dirigea vers la table à dessin et trouva les anciens crayons, toujours dans leur boîte. L'ouvrant, elle sortit un crayon violet et sourit. Le violet était ma couleur préférée. « Ça l'est toujours, » observa Richard. « Votre classe est pleine de décorations violettes. » Claire le regarda avec émerveillement. « Vous avez raison. J'ai toujours été attirée par le violet sans savoir pourquoi. » Margaret prit l'un des dessins encadrés de la table de Clara. « Tu as dessiné ça pour moi pour mon anniversaire. Tu as dit que c'était toute notre famille en papillon. » Claire étudia le dessin enfantin de bonshommes avec des ailes de papillon. Je me souviens de l'avoir dessiné. Je me souviens avoir voulu être un papillon pour pouvoir m'envoler vers des endroits magiques. Tu as dit que tu voulais t'envoler là où vivaient toutes les fleurs, ajouta Margaret. Lentement, soigneusement, d'autres souvenirs refiraient surface. Assises à cette table, Margaret aidant à faire un puzzle. Richard lisant des histoires au coucher avec des voix différentes pour chaque personnage. Des soirées cinéma en famille le vendredi avec du pop-corn et du chocolat chaud. « Nous étions heureux, » dit Richard. « Nous l'étions, » acquiesça Margaret. Claire regarda entre eux. « Pourquoi avez-vous divorcé ?» Ils échangèrent des regards, communiquant silencieusement comme le font souvent les couples qui ont partagé une grande tragédie. « Le deuil affecte les gens différemment, » expliqua Richard. « Je me suis jeté à corps perdu dans la recherche de vous, en engageant des enquêteurs, en suivant chaque piste. Votre mère préférait travailler officiellement avec la police. Nous avons géré cela différemment, et au lieu de nous soutenir, nous nous sommes éloignés. Je lui ai reproché d'avoir pris cet appel pendant le pique-nique, admit Margaret. Il m'a reproché de ne pas vous avoir surveillé d'assez près. En réalité, nous nous sommes tous les deux blâmés, mais il était plus facile de nous blâmer l'un l'autre. » Claire hocha la tête pensivement. « Ma thérapeute dit qu'un traumatisme peut soit rapprocher les gens, soit les éloigner. Il n'y a pas de honte à ce que ça se passe d'une manière ou d'une autre. Leur premier dîner de famille depuis 20 ans était prévu pour le dimanche suivant chez Richard. Margaret apporterait son mari, William, et ses beaux enfants viendraient également. Richard était nerveux à l'idée de partager Claire avec plus de personnes, mais il savait que la famille devait s'étendre au-delà d'eux-3. Le samedi soir, Richard se retrouva à nouveau dans la chambre de Clara, mais cette fois il n'était pas seul. Claire était là, assise sur le sol avec des albums photos étalés autour d'elle. « Je n'arrive pas à croire que ça existe, » dit-elle, étudiant une photo d'elle soufflant les bougies sur un gâteau d'anniversaire. « C'est comme trouver la preuve d'une vie que j'ai oubliée. » Richard s'assit à côté d'elle par terre. « Tu avais 4 ans ici. Tu as insisté pour le thème des papillons, pour tout. Certaines choses ne changent jamais. » Claire tourna la page et trouva une photo d'elle avec moustache. Qu'est devenu ce chat?
Il a vécu jusqu'à ses 18 ans, décédé il y a environ 5 ans. Il dormait ici la plupart des nuits, comme s'il vous attendait aussi. Claire essuya une larme. Je suis désolé d'avoir manqué sa vie. Il a bien vécu, gâté probablement. Ils ont regardé d'autres albums, Richard partageant des histoires sur chaque photo. Les anniversaires de Claire, les vacances en famille, les journées ordinaires qui semblaient banales à l'époque, mais qui représentaient maintenant un temps précieux perdu. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit Claire. « Je ne suis pas en colère à propos des années perdues. Je suis triste, mais pas en colère. Est-ce mal ? Il n'y a pas de mauvaise façon de ressentir, l'assura Richard. Tu as construit une belle vie pour toi. Tu es une enseignante incroyable. Tu as aidé d'innombrables enfants. C'est peut-être juste un autre chapitre, pas une suppression de tout ce qui précède. » Claire sourit à cela. « J'aime penser ça. Les chapitres passés n'étaient pas des mensonges, juste incomplets. » Le dîner du dimanche fut surréaliste. Le mari de Margaret, William, était aimable et gentil, comprenant l'ampleur de la situation. Leurs beaux enfants, maintenant adolescents, étaient initialement timides, mais se sont rapidement attachés à Claire quand elle leur a montré des photos de sa classe. « Vous apprenez aux enfants à lire ?» demanda Sarah, la belle-fille de Margaret, âgée de 16 ans. « C'est exact, et ils m'apprennent quelque chose de nouveau chaque jour. »« Ma mère est bénévole dans un programme d'alphabétisation, » offrit Sarah. « Depuis qu'elle a découvert votre travail. » Margaret rougit légèrement. « Après avoir perdu Clara, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des organisations pour enfants. Ça a aidé avec le chagrin. » Richard comprit. Margaret avait canalisé sa douleur en aidant d'autres enfants, tandis que lui l'avait canalisée en préservant la mémoire de Clara. Ils avaient tous les deux essayé de l'honorer à leur manière. La soirée s'est déroulée sans heurts, la conversation coulant plus naturellement que ce qu'ils avaient tous espéré. Claire s'est intégrée de manière transparente dans les deux familles, comblant le fossé entre le chagrin solitaire de Richard et le foyer élargi de Margaret. Après le départ de tout le monde, Richard et Claire se sont assis sur son balcon surplombant la ville. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Submergée mais heureuse » admit Claire. « J'ai une famille maintenant, une vraie famille qui m'aime. »« Vous nous avez toujours eus, » dit Richard. « Nous ne savions simplement pas où vous étiez. »« Je sais. Et Richard ?» Elle fit une pause. « Je suis prête à parler à la presse. » Richard la regarda avec surprise. L'histoire était restée privée jusqu'à présent, mais ils savaient tous les deux que cela ne durerait pas éternellement. « Vous êtes sûr? L'attention des médias pourrait être intense. J'y ai réfléchi. Il pourrait y avoir d'autres enfants là-bas, d'autres familles déchirées. Si notre histoire aide ne serait-ce qu'une seule famille à se retrouver, n'est-ce pas la peine ?» Richard sourit. Sa fille était devenue quelqu'un qui pensait aux autres, même dans son moment de plus grande révélation personnelle. « Nous le ferons ensemble, tout ce que vous voulez partager, comme vous voulez le partager. »« Ensemble », accepta Claire. La conférence de presse eut lieu dans les bureaux de la fondation de Richard 3 semaines plus tard. Claire a insisté pour parler elle-même, voulant raconter sa propre histoire avec ses propres mots. « Il y a 20 ans, j'ai été enlevée à ma famille. » commença-t-elle, sa voix ferme malgré les caméras. « J'ai vécu une belle vie en tant que Claire Adams, aimée par des gens qui croyaient que j'étais quelqu'un d'autre. Le mois dernier, j'ai appris la vérité sur qui je suis réellement. » Elle parla avec éloquence de l'importance de ne jamais renoncer à l'espoir, de la résilience de l'esprit humain, des familles déchirées par la tragédie. Les questions de la presse étaient pour la plupart respectueuses, bien que certaines aient demandé plus de détails sur l'enlèvement. « Je choisis de me concentrer sur l'avenir, pas sur la colère du passé, » répondit Claire à l'une de ces questions. « J'ai reçu le cadeau du temps avec ma famille biologique, et c'est ce qui compte maintenant. » L'histoire fit la une des journaux nationaux. Le téléphone de Richard ne cessa de sonner pendant des jours avec des demandes d'interviews, des offres de livres et des demandes de droits cinématographiques. Il les refusa tous, renvoyant tout le monde au communiqué officiel de la Fondation. Plus important encore, l'histoire a conduit à 3 retrouvailles familiales de longue date. Des familles qui avaient vu les nouvelles ont tendu la main avec leurs propres histoires, conduisant à des découvertes qui ont réuni d'autres familles séparées. « Vous voyez ?» dit Claire quand Richard partagea cette nouvelle. « Ça en valait la peine. » La transition ne fut pas toujours facile. Claire se sentait parfois prise entre 2 identités,
entre la vie qu'elle avait construite et la vie dans laquelle elle était née. La thérapie a aidé, des séances individuelles et des consultations familiales avec Richard et Margaret, qui travaillaient à travers 20 ans de chagrin et de séparation. Il ne s'agit pas de remplacer ce que j'étais, expliqua Claire lors d'une conversation particulièrement difficile. Il s'agit d'intégrer toutes les pièces de ce que je suis. Le Noël de cette année-là fut magique. Ils ont célébré au penthouse de Richard, avec Margaret et sa famille. Claire avait déménagé ses affaires de son appartement à la chambre d'amis de Richard, pas de façon permanente, mais pour les vacances. « J'ai un cadeau pour vous », annonça Claire à Richard et Margaret le matin de Noël. Elle leur tendit, à chacun une boîte emballée. À l'intérieur se trouvaient des photos encadrées d'elle dans sa classe, entourée de ses élèves. « Je veux que vous voyiez la vie que j'ai construite », dit-elle. « Les gens qui m'ont façonné, le travail qui me donne un but. Vous ne m'avez pas élevé, mais vous m'avez donné les bases pour devenir quelqu'un qui pouvait construire cela. » Margaret éclata en sanglots. « Tu es devenu exactement qui nous espérions que vous deviendriez. » Mais le vrai cadeau est venu lorsque Claire s'est levée et a commencé à chanter. Leur berceuse, celle qui les avait réunis, mais avec un nouveau couplet qu'elle avait composé. « Maintenant, nous dansons d'où nous sommes, père, mère, enfants lointains, 20 ans n'ont pu effacer l'amour que le temps ne peut pas déplacer. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Le printemps apporta de nouveaux développements. L'enquête de Marcus a mené à des accusations contre James Cardwell. Le gouvernement argentin a accepté l'extradition et les procédures judiciaires ont commencé. Claire a témoigné par vidéoconférence depuis Paris, décrivant sa vie en tant que Claire Adams et la découverte de sa véritable identité. Elle a parlé avec dignité et force, refusant de laisser l'homme qui avait volé son enfance la voir comme une victime. « Mon père m'a donné la vie », a-t-elle conclu son témoignage. « Cet homme a essayé de me l'enlever, mais j'ai survécu. J'ai prospéré et j'ai retrouvé le chemin de la maison. C'est son échec, pas le mien. Cardwell a été reconnu coupable d'enlèvement et de complot. Il a reçu une peine de 25 ans, justice différée, mais pas niée. « C'est fini », dit Richard à Claire lorsque le verdict a été annoncé. « Non », corrigea-t-elle gentiment. « Maintenant, ça commence. » Et elle avait raison. Leur nouvelle vie de famille, compliquée, non traditionnelle, mais authentique, ne faisait que commencer. Claire a décidé de prendre une année sabbatique, de l'enseignement pour travailler avec la fondation de Richard. Ensemble, ils ont développé des programmes pour aider d'autres familles aux prises avec des enfants disparus. Le projet Berceuse, l'ont-ils appelé, se souvenant de la chanson qui les avait réunis. Margaret a rejoint le conseil d'administration, apportant son expertise juridique. Son mariage est resté solide. William avait embrassé Claire comme sa propre belle-fille, lui donnant la figure paternelle stable qu'elle n'avait jamais eue pendant ses années de foyer. Lors du premier anniversaire de leur retrouvailles, ils ont organisé une fête à l'école élémentaire Lincoln, où tout a commencé. Les élèves de Claire, maintenant en CE1, ont chanté la berceuse qu'ils avaient apprise de leur enseignante. « Ferme les yeux, ma petite étoile, danse avec moi d'où tu es. » En écoutant ces jeunes voix chanter leur chanson, Richard ressentit une paix qu'il n'avait jamais espéré connaître. Sa fille était rentrée à la maison. Sa famille était entière, bien que différente de ce qu'elle avait été. L'avenir s'étendait devant eux avec des possibilités. « Pas de regrets ?» demanda-t-il à Claire, alors qu'ils se promenaient dans le jardin aux papillons qu'ils avaient fait planter à l'école. « Aucun !» dit-elle fermement. « Tout ce qui s'est passé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Même les parties douloureuses nous ont conduits ici. » Margaret était d'accord. « Je pensais autrefois que je donnerais n'importe quoi pour changer le passé. Maintenant, je vois que le passé est ce qui nous a donné le présent. » Ils restèrent ensemble à regarder les papillons se déplacer parmi les fleurs, 3 personnes qui s'étaient retrouvées contre toute attente. « Vous savez, » dit Claire pensivement, « mes élèves me demandent parfois pourquoi j'aime tant les papillons. Je leur dis que les papillons commencent comme une chose et deviennent quelque chose de complètement différent, mais qu'ils sont toujours la même créature. C'est parfois comme ça que sont les familles. Nous changeons de forme, mais l'amour demeure. » Richard sourit. Sa fille, quel que soit le nom qu'elle choisissait d'utiliser, avait hérité de sa gentillesse et de la sagesse de Margaret. Elle était devenue quelqu'un d'extraordinaire, façonné par la perte, mais non défini par celle-ci. À l'approche de l'été, ils firent des projets pour l'avenir. Claire retournerait à l'enseignement à l'automne,
mais continueraient à travailler à temps partiel avec la Fondation. Ils parlèrent de voyager ensemble, de créer de nouveaux souvenirs à ajouter à ceux retrouvés. « Il y a quelque chose que je veux faire », annonça Claire un soir pendant le dîner. « Qu'est-ce que c'est » demanda Richard. « Je veux visiter la maison où nous habitions quand j'étais petite. Où était ma chambre d'origine ?» Richard échangea des regards avec Margaret. La maison à Neuilly-sur-Seine avait été vendue il y a des années, dans le cadre du règlement de divorce. « Êtes-vous sûr » demanda Margaret. « Ça pourrait être difficile. J'ai besoin de la voir, non pas pour vivre dans le passé, mais pour relier tous les morceaux. Voudriez-vous venir avec moi ?» Bien sûr qu'il le ferait. La maison paraissait plus petite que Richard ne se souvenait, mais toujours aussi belle avec sa pelouse tentaculaire et ses chênes matures. Les propriétaires actuels, qui les avaient reconnus grâce à la couverture médiatique, leur ont gracieusement permis de voir l'ancienne chambre de Clara. Elle avait été transformée en bureau à domicile, mais le banc de fenêtre intégré était resté, celui où Clara s'asseyait autrefois pour regarder la voiture de Richard le soir. « Je me souviens » murmura Claire, passant ses mains sur les coussins. « Je me souviens de m'asseoir ici en attendant que tu rentres à la maison. » Le souvenir la frappa pleinement alors, l'image complète de sa petite enfance remontant à la surface. Elle s'assit sur le banc de la fenêtre et regarda l'allée, les larmes coulant sur son visage. « Je me souviens de tout ça, » dit-elle. « Le pique-nique, pourchassant le papillon vers le bassin. Une femme appelant mon nom, pas vous, quelqu'un d'autre. Puis, rien jusqu'au foyer. » Richard et Margaret la serrèrent dans leurs bras alors qu'elle traitait ses souvenirs retrouvés, complétant enfin le cercle de son histoire. La guérison ne fut ni instantanée ni facile. Il y eut encore des journées difficiles, des séances de thérapie où les vieilles blessures se rouvraient, des moments où le poids de 20 années perdues semblait accablant. Mais ils y firent face ensemble. 3 personnes engagées à construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de quelque chose d'ancien. Pour le 27e anniversaire de Clara, son premier anniversaire célébré avec sa famille, de naissance depuis 21 ans, Richard eut une surprise spéciale. Il avait commandé à un créateur de bijoux de créer un médaillon similaire à celui qu'elle portait depuis des années, mais celui-ci contenait une photo d'eux 3, ensemble à Noël. « Pour marquer de nouveaux commencements », dit-il en l'attachant autour de son cou. « Pour marquer la continuité », corrigea-t-elle gentiment. « L'amour a toujours été là. Maintenant, il a juste une demeure convenable. » Ce soir-là, alors qu'il célébrait avec les 2 familles de Claire, biologiques et choisies, Richard réfléchit au voyage qui les avait menés ici. Lorsqu'il était entré à l'école élémentaire Lincoln ce jour de pluie d'octobre, il était un homme brisé, portant 20 ans de chagrin. Désormais, il était à nouveau père, pas seulement d'un souvenir, mais de la femme remarquable que sa fille était devenue. La berceuse que leur histoire avait créée de perte et d'espoir, de familles dispersées et retrouvées, les avait ramenés à la case départ. Mais la chanson ne se terminait pas. Elle commençait tout juste un nouveau couplet. Alors qu'il regardait Claire rire avec ses élèves qui étaient venus à la fête, leur enseignant la danse du papillon qu'elle avait inventée, Richard savait que certaines histoires avaient les plus belles fins de toutes, de nouveaux commencements. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable à cette histoire de retrouvailles inattendues? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. La fondation créée par Claire et Richard a continué de croître, opérant désormais dans 6 départements et aidant des centaines de familles chaque année. L'expertise juridique de Margaret les a aidés à gérer des cas complexes, tandis que l'expérience pédagogique de Claire garantissait qu'ils répondaient aux besoins émotionnels des familles réunies, en particulier des enfants. Leur histoire est devenue un livre, dont les bénéfices ont financé davantage de programmes. Claire a insisté pour inclure des chapitres sur ses familles d'accueil, les enseignants qui l'avaient formée et les colocataires qui étaient devenus des sœurs. Sa vie avant les retrouvailles n'a pas été effacée. Elle a été honorée comme faisant partie du voyage qui a fait d'elle ce qu'elle était. Chaque expérience m'a préparée à cela, disait-elle souvent dans les interviews. Même les expériences douloureuses m'ont appris l'empathie qui m'aide à mieux comprendre les familles avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. La tournée de promotion du livre les a emmenés dans des villes de tout le pays, où ils ont rencontré d'autres familles ayant des histoires similaires. Ils ont découvert les réseaux clandestins de personnes qui trafiquaient des enfants, les défaillances des systèmes
censé protéger les personnes vulnérables et l'incroyable résilience de l'esprit humain. À Seattle, ils ont rencontré Maria, dont le fils avait été rendu après 18 ans. À Jacksonville, ils ont étreint James, qui avait retrouvé sa fille après 32 ans de recherche. Chaque retrouvaille était unique, mais toutes partageaient le fil conducteur de l'amour que le temps ne pouvait pas détruire. Notre douleur nous relie, a observé Claire, après une rencontre particulièrement émouvante avec des survivants. Mais notre guérison nous relie encore plus. Richard a créé un fonds de bourse d'études à l'école de pédagogie de Paris, en l'honneur de Claire. Les bénéficiaires devaient se spécialiser en développement de la petite enfance ou en conseil en traumatologie. La première bourse a été décernée à Jessica Martinez, une jeune femme qui avait quitté les foyers et qui voulait aider d'autres enfants à s'orienter dans le système qui l'avait élevé. C'est ainsi que nous changeons le monde, a déclaré Richard lors de la remise de la bourse. Un enfant, une famille, une histoire à la fois. Claire hocha la tête, regardant Jessica accepter son prix, les larmes aux yeux. Vous savez ce qui est le mieux? Il y a 20 ans, quelqu'un a essayé de voler notre histoire. Mais ils n'ont pas pu voler notre fin, nous avons pu l'écrire nous-mêmes. Margaret, maintenant à sa 2e année en tant que conseillère juridique de la Fondation, avait mis au point un programme pour aider d'autres parents divorcés dont les enfants avaient disparu. Elle comprenait comment le deuil pouvait diviser les couples et s'efforçait de les maintenir unis dans leurs efforts de recherche. « Perdre un enfant vous brise », a-t-elle expliqué à un groupe de soutien à Lyon. Mais se briser seul ne fait qu'aggraver les choses. Richard et moi, nous l'avons appris trop tard pour notre mariage, mais pas trop tard pour aider les autres. Le couple à qui elle s'adressait se tenait la main plus fermement. Leur fils de 6 ans avait disparu depuis 8 mois. Margaret leur a donné l'espoir que les familles pouvaient survivre intactes, que l'amour pouvait persister même dans les moments les plus sombres. « Comment faites-vous pour continuer » demanda la mère. « Un jour à la fois » répondit Margaret. « Et en aidant les autres, lorsque nous aidons une autre famille, nous honorons notre propre perte. » Claire était retournée à l'enseignement, mais d'une manière différente. Elle se rendait désormais dans les écoles de toute la région, formant les enseignants à reconnaître les signes de traumatisme chez les enfants, à identifier les élèves qui pourraient vivre de fausses identités, à créer des environnements de classe où les enfants se sentiraient en sécurité pour partager leurs histoires. « Les enfants sont remarquablement adaptables », a-t-elle déclaré à un groupe d'éducateurs à Strasbourg. Mais ils se souviennent aussi des choses qu'ils ne peuvent pas tout à fait articuler. En tant qu'enseignants, nous pourrions être les premiers adultes à remarquer quand quelque chose ne correspond pas dans l'histoire d'un enfant. Après sa présentation, une enseignante s'est approchée en privé. « J'ai un élève », murmura-t-elle, 7 ans. Quelque chose dans son histoire ne correspond pas. Elle a des souvenirs qui ne correspondent pas à ce que sa tutrice dit de son passé. Claire lui a donné les coordonnées de la Fondation. 3 mois plus tard, l'observation de cette enseignante, intuitive, a conduit à la réunion d'un enfant avec ses grands-parents qui la recherchèrent depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. « C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons », a déclaré Richard lorsqu'ils ont appris les retrouvailles. L'instinct d'une enseignante, la reconnaissance qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et une famille est à nouveau entière. Le gala annuel de la Fondation, cette année-là, avait une signification particulière. Il marquait les 5 ans depuis que Claire et Richard s'étaient retrouvés, et ils voulaient célébrer non seulement leurs retrouvailles, mais toutes les familles qu'ils avaient aidé à réunir. Plus de 500 personnes y ont assisté, dont 47 familles réunies. Le point culminant de la soirée est venu lorsque les enfants de divers cas ont chanté ensemble une version de la berceuse, l'histoire de chaque famille étant tissée dans de nouveaux couplets. De Paris à Brest, de Toulouse à Strasbourg, chantait-il, l'amour trouve un moyen de nous ramener à la maison. Richard se tenait avec son bras autour de Claire, regardant la prochaine génération de survivants et de personnes épanouies. Margaret était au micro, présentant les orateurs, ses arguments juridiques étant désormais utilisés pour plaider en faveur de changements politiques qui empêcheraient d'autres enlèvements. « Avez-vous déjà imaginé cela ?» demanda Claire, désignant la salle comble. « Il y a 25 ans. »« Non, » admit Richard. « Il y a 5 ans. Non, mais maintenant, on dirait que c'est ici que nous étions censés être. » Claire s'était mariée l'année précédente.
un collègue enseignant nommé David qui comprenait son histoire unique et embrassait sa structure familiale complexe. Richard l'a menée à l'hôtel, Margaret aidant à arranger les fleurs, les deux parents unis pour célébrer le bonheur de leur fille. David a apporté ses propres cadeaux à leur famille élargie, une présence calme qui ancrait Claire. Lorsque le travail de la fondation devenait accablant, un amour de la musique qui l'a amené à composer de nouveaux arrangements de la célèbre berceuse et le désir d'adopter des enfants qui avaient besoin d'un foyer. « Nous voulons donner aux autres enfants ce que j'ai reçu », expliqua Claire lorsqu'ils ont annoncé leur projet d'adoption. Non pas pour remplacer leur famille d'origine, mais un endroit sûr pour grandir, jusqu'à ce qu'ils retrouvent le chemin de la maison. Leur première fille adoptive, Annie, avait 6 ans, le même âge que Claire lorsqu'elle a été enlevée. Annie avait des souvenirs d'une mère qui lui chantait, mais aucune information concrète sur sa famille. « Nous allons vous aider ?»« Allez trouver, promit Claire. Et pendant que nous cherchons, vous serez aimés ici. » En regardant Claire élever Annie, Richard vit sa fille s'épanouir pleinement. Elle avait pris tout l'amour qu'elle avait reçu, de Richard et Margaret, des familles d'accueil, des enseignants et des amis, et le multipliait, le transmettant à un autre enfant qui avait besoin d'espoir. « Le cycle continue, observa-t-il, à Margaret, lors de l'un de leurs dîners mensuels. « Mais c'est un meilleur cycle maintenant, répondit Margaret. Un cycle de guérison au lieu de perte. Le travail n'a pas toujours été couronné de succès. Certains enfants n'ont jamais été retrouvés. Certaines retrouvailles ne se sont pas déroulées sans heurts, compliquées par des années de séparation et de changement. Certaines familles n'ont pas pu combler le fossé que le traumatisme avait créé. Claire a appris à ménager de la place pour le chagrin autant que pour la joie, à comprendre que la guérison n'était pas linéaire, que certaines histoires n'avaient pas la fin de contes de fées que la leur avait trouvée. « Toutes les histoires ne se terminent pas comme la nôtre », a-t-elle déclaré à un journaliste à l'occasion du 10e anniversaire de leur retrouvailles. Mais chaque histoire mérite d'être racontée, chaque famille mérite d'être recherchée, chaque enfant mérite de rentrer chez lui. Le journaliste a posé des questions sur les regrets, sur la colère, sur le temps qui ne pouvait pas être récupéré. J'avais l'habitude de rêver à ce qui se serait passé si je n'avais jamais été enlevée, a répondu Claire pensivement. Serais-je devenue enseignante de toute façon? Aurais-je la même compassion pour les enfants en difficulté? Aurais-je la même volonté d'aider d'autres familles à se retrouver? Elle a regardé les photos sur le mur de son bureau, des photos de sa classe, des photos de familles réunies, des images d'événements de la fondation. Je pense que tout s'est passé comme il était censé le faire, a-t-elle conclu. Non pas parce que c'était bien, ce qui nous est arrivé était terrible, mais parce que nous avons choisi d'en faire quelque chose de bien. Cette philosophie a guidé leur approche des nouveaux cas. Ils n'ont jamais minimisé les traumatismes, ni suggéré que la souffrance avait un but. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur ce qui pouvait être construit après y avoir survécu. La résilience ne consiste pas à être assez fort pour ne pas être affecté, a expliqué Margaret à un groupe de parents récemment réunis. Il s'agit d'être affecté et de choisir de grandir malgré tout. L'un de leurs cas les plus difficiles concernait des jumeaux qui avaient été séparés à l'âge de 2 ans, chacun élevé dans des départements différents sans que l'un connaisse l'existence de l'autre. Lorsque la Fondation les a réunis à l'âge de 12 ans, l'adaptation a été difficile. Ce sont des inconnus qui partagent de l'ADN, a expliqué Claire à une assistante sociale. La connexion n'est pas automatique simplement parce qu'ils sont liés. Ils ont besoin de temps pour construire une relation. Les jumeaux Marc et Michel ont passé des week-ends avec le conseiller familial de la Fondation, apprenant lentement à être frères. Claire les emmenait souvent en sortie, se souvenant de sa propre confusion concernant les relations familiales lorsqu'elle avait été réunie pour la première fois avec Richard et Margaret. La famille, ce n'est pas seulement le sang, disait-elle lors d'une sortie au jardin des plantes. Ce sont des personnes qui choisissent de vous aimer, qui sont là pour vous, qui vous aident à devenir ce que vous êtes censé être. Les garçons écoutaient solennellement, puis couraient voir les papillons dans la serre. Claire sourit, les suivant, reconnaissante de la métaphore des papillons. La transformation était possible, la beauté pouvait émerger de la lutte, et parfois, il fallait s'envoler avant de pouvoir vraiment rentrer chez soi. Ce soir-là, Richard la retrouva dans le jardin aux papillons qu'ils avaient créé au siège de la Fondation.
L'espace était ouvert au public, un endroit où les familles pouvaient venir se souvenir, espérer, guérir. « Comment vont les jumeaux ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur un banc. « Mieux. Michel a dit à Marc aujourd'hui qu'il était heureux qu'ils se soient retrouvés, même si c'est déroutant. C'est déroutant. La famille, c'est compliqué. » Claire rit. C'est ce que dit l'homme dont l'ex-femme dîne fréquemment chez lui avec sa fille et sa mère adoptive et son arrière-grand-père. Quand vous le dites comme ça a l'air compliqué. Ils restèrent silencieux un instant, regardant les papillons se déplacer parmi les fleurs, alors que le soleil se couchait derrière le panorama de Paris. « J'ai une nouvelle, » dit finalement Claire. « De bonnes nouvelles, j'espère. David et moi attendons un bébé, j'en suis à environ 12 semaines. » Le visage de Richard s'illumina d'un sourire qui sembla illuminer tout le jardin. « Claire, c'est merveilleux. Margaret est au courant. Tu es le premier. Je voulais vous le dire à toi et à Margaret ensemble, mais tu étais là, et je n'ai pas pu attendre. » Il l'embrassa, sa fille qui avait été perdue et retrouvée, qui avait construit une vie pleine de sens à partir d'un traumatisme et d'une perte. « Je suis si heureux pour toi, » murmura-t-il. « Ce bébé sera tellement aimé. » « Je pense toujours à la berceuse, » dit Claire, essuyant les larmes de ses yeux, « à la façon dont tu vas pouvoir la chanter à une autre génération. Nous le ferons, tous. Margaret sera la grand-mère la plus dévouée. Et tu seras le grand-père qui les gâtera terriblement. »« Absolument, » acquiesça Richard sans hésitation. Le bébé, lorsqu'elle est arrivée au printemps suivant, fut nommée Emma Rose. Emma pour de nouveaux départs, Rose pour l'espoir. Elle avait les yeux verts de Claire et les cheveux noirs de David, et dès ses premiers instants, elle fut entourée de l'amour abondant de sa famille élargie. Margaret a réorganisé son emploi du temps pour aider à la garde des enfants. William s'est réjoui de son rôle d'arrière-grand-père. Richard a transformé l'ancienne chambre de Clara en chambre d'enfant pour les visites d'Emma, donnant enfin à l'espace un nouveau but tout en honorant son passé. Claire chantait à Emma chaque soir, non seulement la berceuse originale, mais aussi de nouveaux couplets sur toutes les personnes qui l'aimaient, sur la famille qui l'entourait, sur les papillons qui dansaient dans des jardins d'espoir. Ferme, les yeux, mon petit ange, une autre journée vient de commencer. Le matin, tu verras tout l'amour qui t'entoure. Papy Richard, Mamie Meg, dansent pour toi d'où ils sont. Oncle William, tante aussi, toute la famille qui t'aime. La Fondation a continué de croître et d'évoluer. Ils ont ouvert une école pour les enfants ayant subi la traite ou la séparation familiale, en se concentrant sur une éducation qui répondait à la fois aux besoins scolaires et à la guérison des traumatismes. Claire a joué un rôle de premier plan dans l'école, élaborant des programmes qui aidèrent les enfants à reconstruire leur sentiment de soi et leur identité. Margaret a travaillé à la défense des politiques en faisant pression pour une meilleure coordination entre les agences lorsque les enfants disparaissaient. Richard s'est concentré sur la viabilité financière de leur travail, veillant à ce que la Fondation poursuive sa mission pendant de nombreuses années. Il avait mis de côté une part importante de sa fortune pour la Fondation, voulant s'assurer que des enfants comme Claire auraient toujours des défenseurs. « Nous construisons quelque chose qui nous survivra », expliqua-t-il à Emma un jour, alors qu'elle avait 2 ans, lui faisant visiter les bureaux de la Fondation. Elle ne comprenait probablement pas ses paroles, mais elle semblait absorber l'énergie de l'endroit, le sentiment de but qui remplissait chaque pièce. La fête du 3e anniversaire d'Emma eut lieu dans le jardin aux papillons, avec les enfants de l'école de la Fondation participant à la célébration. Elle courait parmi les fleurs avec ses amis, chassant les papillons comme Claire l'avait fait tant d'années auparavant. Mais cette fois, toute la famille était là. Cette fois, personne ne disparaîtrait. Un cercle complet, observa Margaret, regardant sa petite fille jouer. Pas tout à fait, corrigea doucement Claire. Un cercle en croissance, chaque génération. Ajoutant à l'amour. Ce soir-là, après que les invités furent partis et qu'Emma fut endormie, les 3 fondateurs se sont assis sur le balcon de Richard, surplombant la ville qui avait servi de toile de fond à leur séparation et à leur retrouvailles. « Quand les gens m'interrogent sur les miracles, dit Richard brisant le silence confortable, je leur parle de nous. 3 personnes brisées par la tragédie qui ont trouvé le moyen d'être entières ensemble, et de tous les autres que nous avons aidés à se retrouver, ajouta Margaret, et d'Emma, conclut Claire, qui a la chance de grandir en sachant qu'elle est aimée,
en connaissant son histoire, en connaissant sa famille. Ils restèrent à nouveau silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées concernant le chemin qui les avait menés ici. Le gala du 10e anniversaire de la Fondation fut le plus important à ce jour, avec plus d'1 millier de participants et la participation de fondations de tout le pays. Ils avaient directement aidé à réunir 347 familles et avaient formé des milliers de professionnels pour mieux servir les enfants disparus. Au cours de son discours, Claire a parlé de l'évolution de leur travail. « Nous avons commencé avec une réunion, la nôtre », a-t-elle déclaré. « Mais nous avons appris que retrouver sa famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang. Parfois, la famille, ce sont les parents adoptifs qui vous ont élevé, les enseignants qui ont vu du potentiel en vous, les amis qui sont devenus des frères et sœurs. Parfois, rentrer chez soi, c'est créer un nouveau foyer. » Elle a regardé le public, les visages des enfants qui avaient retrouvé leur famille, des parents qui avaient été réunis avec leurs enfants et des bénévoles qui étaient devenus une famille pour beaucoup. « La berceuse qui nous a réunis parlait de danser avec quelqu'un d'où vous êtes, a-t-elle poursuivi. Nous avons appris que l'amour transcende la distance, le temps et même la mémoire. Vous pouvez danser avec l'amour même lorsque vous ne pouvez pas le voir, même lorsque vous ne vous en souvenez pas, même lorsque vous pensez qu'il a disparu à jamais. » La soirée s'est terminée par le chant collectif traditionnel de la berceuse, désormais interprété par une chorale d'une centaine de voix, composée de toutes les personnes qui se sentaient touchées de participer. Le son a empli la salle de bal et s'est répandu dans la rue, une chanson d'espoir qui semblait embrasser toute la ville. Richard se tenait avec son bras autour de Margaret, tous les deux regardant Claire diriger la chorale avec Emma dans ses bras. Leur petite fille applaudissait avec enthousiasme, ajoutant son propre bruit joyeux à l'antique mélodie. « Merci », murmura Margaret à Richard. « Pourquoi ? » « Pour ne jamais avoir abandonné, pour avoir gardé sa chambre, pour avoir suivi la musique ce jour-là. Si tu n'étais pas allé à cette école, nous nous serions retrouvés tôt ou tard, » répondit Richard avec certitude. « Certains liens sont trop forts pour rester brisés, à jamais. » Alors que la chanson s'achevait et que la foule se dispersait, les familles rentrant chez elles pour les lits et les histoires du soir, Richard ressentit une profonde satisfaction. Non seulement parce qu'ils s'étaient retrouvés, mais parce qu'ils avaient utilisé leur amour retrouvé pour aider les autres à trouver le leur. Le travail de la Fondation allait continuer. Des enfants continueraient à disparaître, des familles continueraient à être brisées par la tragédie et le crime, mais il y aurait des gens qui les rechercheraient, sans jamais abandonner, chantant des berceuses d'espoir dans l'obscurité. Emma s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour, épuisée par l'excitation de la soirée. Claire ajusta la couverture autour de sa fille et se mit à fredonner doucement. « Ferme les yeux, mon petit ange », chanta-t-elle, les mots voyageant, en avant et en arrière dans le temps, reliant le passé et l'avenir, la perte et la découverte, la séparation et l'amour. David sourit à sa femme dans le rétroviseur. Elle va grandir en pensant que tout le monde a une histoire comme la nôtre. « Peut-être que oui, » répondit Claire. « Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Peut-être que chaque enfant devrait s'attendre à être recherché, à être retrouvé, à être célébré lorsqu'il rentre chez lui. Peut-être devrait-il, acquiesça Richard depuis le siège avant. » Et dans le silence de la voiture, avec les lumières de Paris scintillant, autour d'eux et Emma rêvant paisiblement, la famille chanta ensemble. Une berceuse qui avait commencé avec un père et une fille, il y a 25 ans, qui les avait rappelés l'un à l'autre à travers 2 décennies de séparation et qui promettait désormais de porter leur amour pour les générations à venir. L'enfance d'Emma fut différente de celle de Claire avant son enlèvement. Elle a grandi entourée de la pleine conscience de l'amour de sa famille élargie, avec des histoires de retrouvailles et de résilience tissées dans sa vie quotidienne. Le jardin aux papillons était son terrain de jeu, la Fondation était sa seconde maison, et elle a appris très tôt que la famille, ce sont les gens qui vous cherchent quand vous êtes perdus et qui célèbrent quand vous êtes retrouvés. Pour son 5e anniversaire, Emma fit une demande qui surprit tout le monde. « Je veux aider à retrouver les enfants disparus », annonça-t-elle au petit déjeuner. Claire et David échangèrent des regards. « Qu'est-ce que tu veux dire, Ma, chérie ?»« À la Fondation. Je veux aider comme Papy Richard et Mamie Meg et vous. » Cet après-midi-là, Emma devint la plus jeune bénévole de la Fondation. Son travail était simple mais important.
Elle dessinait des images pour les enfants dans les foyers d'accueil, jouait avec eux lors des visites familiales et aidait à trier les dons avec sa grand-mère. Son innocence a apporté une perspective unique au travail. Au cours d'une affaire concernant une petite fille effrayée de 7 ans qui ne voulait pas parler aux adultes, Emma s'est assise par terre et a dessiné des papillons à côté d'elle dans un silence réconfortant. Les papillons aussi étaient perdus, expliqua Emma sans embâge. C'étaient des chenilles, mais elles se sont transformées en quelque chose de beau, tout comme toi. L'enfant sourit pour la première fois depuis des semaines et commença à partager son histoire. Claire observa cette interaction avec émerveillement. Elle ne voit pas ça comme tragique, observa-t-elle plus tard auprès de Richard. Pour elle, c'est juste ce que font les familles, se chercher et célébrer d'être ensemble. Peut-être que c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses, répondit Richard. Au fur et à mesure qu'Emma grandissait, sa compréhension du travail de la Fondation et de l'histoire de sa famille s'est également développée. À l'âge de 8 ans, elle pouvait expliquer à ses amis d'école que sa mère avait été perdue et retrouvée, et qu'ils aidaient d'autres familles à faire de même. « Ce n'est pas triste », disait-elle à tous ceux qui exprimaient leur sympathie. « C'est comme ça que nous avons appris à aimer plus fort. » Cette philosophie a imprégné tout ce qu'ils faisaient. Les programmes de la Fondation se sont élargis pour inclure l'éducation préventive, en enseignant aux enfants les dangers sans les effrayer, en leur montrant qu'ils étaient précieux et aimés, et en leur donnant des outils pour demander de l'aide si nécessaire. Margaret a mis au point un programme d'études pour les écoles qui abordait à la fois les dangers liés aux étrangers et la sécurité familiale. La plupart des enfants qui disparaissent sont enlevés par quelqu'un qu'ils connaissent, a-t-elle expliqué aux éducateurs. Nous devons apprendre aux enfants que leur sécurité compte plus que d'être polis ou de garder des secrets. Le programme a été adopté dans des districts de toute la région parisienne, puis au niveau national. Il comprenait des discussions familiales régulières sur la sécurité, des protocoles clairs pour les écoles lorsque les enfants semblaient en détresse et des réseaux communautaires qui surveillaient tous les enfants. Le rôle de Claire a également évolué. Elle est devenue une spécialiste de l'aide aux enfants retrouvés pour intégrer les souvenirs et les identités, comprenant que sa propre expérience lui donnait des aperçus uniques du processus. Certains enfants se souviennent de tout immédiatement, a-t-elle expliqué à une conférence de psychologues. D'autres ont besoin de temps pour que les souvenirs refassent surface en toute sécurité, et certains créent de nouvelles identités qui intègrent à la fois leur passé et leur présent. Toutes les réponses sont valables. Son travail avec les programmes d'art-thérapie a montré des résultats remarquables. Les enfants qui ne pouvaient pas parler de leurs expériences pouvaient les peindre, les danser, les chanter. L'expression est devenue une partie de la guérison. Le cas le plus révélateur concernait Marc, maintenant 13 ans, qui avait été réuni avec son jumeau Michel 4 ans plus tôt. Marc avait développé des problèmes de comportement alors qu'il luttait avec son identité et sa colère face à la séparation. « Je ne suis pas qui j'étais censé être », a-t-il dit à Claire lors d'une séance d'art-thérapie. « Qui dit qu'il n'y a qu'une seule personne que vous êtes censé être ?» demanda Claire en lui tendant des peintures. Marc a peint 2 figures, une dans l'ombre, une dans la lumière. Au fil de plusieurs séances, les figures ont commencé à se connecter, à danser ensemble, à devenir un seul être intégré. « Les deux, c'est moi », réalisa-t-il. L'enfant qui a vécu avec l'autre famille, et l'enfant qui est le frère de Michel. Je n'ai pas à choisir. Cette prise de conscience a influencé l'approche de la Fondation envers tous les enfants réunis. L'intégration plutôt que le remplacement est devenue l'objectif. Les enfants ont été encouragés à honorer toutes les expériences qui les avaient façonnés tout en embrassant leurs véritables identités. La santé de Richard commença à décliner quand Emma eut 10 ans. À 76 ans, il avait vécu pleinement et sans regret depuis qu'il avait retrouvé Claire, mais les années de stress avant leur retrouvaille avaient fait leur œuvre. « Je veux voir la Fondation assurée pour l'avenir », dit-il à Claire lors d'un de ses séjours à l'hôpital. « Ne parle pas comme si tu allais partir bientôt », protesta Claire. « Je ne pars pas », l'assura Richard. « Mais je veux savoir que notre travail continuera. » Ensemble, ils ont créé une dotation qui financerait la Fondation à perpétuité. Ils ont créé une structure de conseil d'administration qui comprenait des enfants réunis ayant atteint l'âge adulte, garantissant que
Ceux qui avaient connu la séparation auraient toujours leur mot à dire dans l'organisation. Margaret a assumé davantage de responsabilités administratives, tandis que Claire s'est concentrée sur les services directs et le développement de programmes. David a géré les initiatives éducatives et Emma, maintenant 11 ans, avait son propre titre officiel, directrice de l'espoir. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Demanda un journaliste de la télévision locale à Emma lors d'une interview. Je m'assure que les gens se souviennent que le fait d'être retrouvé est agréable, répondit sérieusement Emma. Parfois, les adultes oublient cette partie. Richard s'est remis de ce problème de santé, mais cela leur a rappelé à tous combien leur temps ensemble était précieux. Ils ont commencé à mettre en place de nouvelles traditions, des dîners de famille hebdomadaires, des célébrations mensuelles de la Fondation, des événements annuels de narration où les familles réunies partageaient leurs expériences. Ces histoires sont devenues le cœur de leur travail. Pas seulement les retrouvailles dramatiques, mais les petits moments de reconnaissance. Le choix quotidien d'aimer malgré la douleur, les miracles ordinaires des familles en reconstruction. Sarah, maintenant âgée de 18 ans et étudiante en première année à l'université de la Sorbonne, est revenue pour un tel événement. Elle avait été réunie avec sa grand-mère à l'âge de 8 ans, après avoir été élevée par une femme qui avait prétendu l'avoir trouvée abandonnée. Les gens me demandent toujours si je suis en colère contre les années que j'ai perdues, a déclaré Sarah au public. Mais je pense à toutes les années que j'ai gagnées en étant retrouvée. Je sais ce que signifie être choisi, être recherché, être célébré. Ça vaut plus que la colère. Ces mots sont devenus une partie de la philosophie officielle de la Fondation. Nous gagnons plus par l'amour que nous ne perdons par le chagrin. Emma, maintenant âgée de 12 ans, avait développé ses propres projets spéciaux au sein de la Fondation. Elle a créé un programme de correspondants mettant en relation les enfants retrouvés avec d'autres qui recherchaient encore leur famille. Elle a organisé des spectacles de talent où les enfants pouvaient partager leurs dons plutôt que leurs traumatismes. Elle a lancé un jardin de papillons dans chaque école desservie par la Fondation. Les papillons nous rappellent que le changement est naturel, a-t-elle expliqué à un club de jardinage qui faisait don de plantes. Tout le monde change, mais les parties importantes restent les mêmes. Cette sagesse, venant d'une enfant qui n'avait jamais connu elle-même la séparation familiale, est devenue un guide pour les enfants qui luttaient avec des questions d'identité après les retrouvailles. Le 15e anniversaire de la Fondation attira l'attention internationale. Ils ont été invités à s'exprimer lors de conférences en Europe et en Asie, où la séparation des familles due au trafic et à la guerre créait des situations différentes, mais tout aussi déchirantes. L'amour est un langage universel, a observé Claire après avoir visité des camps de réfugiés où des familles se cherchaient. Les mots de notre berceuse peuvent être différents, mais la mélodie de la recherche et de la découverte est la même partout. Ils ont commencé à collaborer avec des organisations internationales, partageant leurs modèles tout en s'inspirant des approches d'autres cultures en matière de préservation et de réunion familiale. Richard, approchant les 80, 15 mais toujours vif et engagé, appréciait particulièrement ces liens mondiaux. « Nous avons commencé par retrouver un enfant disparu », s'émerveilla-t-il. « Aujourd'hui, nous faisons partie d'un réseau mondial de personnes qui refusent de laisser les enfants disparaître dans l'ombre. » Margaret travaillait sur son livre concernant leur action juridique. Changer les lois pour ramener les enfants à la maison. La législation qu'ils avaient défendue avait amélioré les systèmes de signalement, créé une meilleure coordination entre les organismes et établi des protocoles de réponse plus rapides lorsque les enfants disparaissaient. « La politique peut sembler aride », écrivait-elle dans la conclusion, « mais derrière chaque loi, il y a une histoire d'amour qui refuse d'abandonner. » Le livre est devenu une lecture obligatoire dans les cours de droit de la famille et les programmes de psychologie infantile de tout le pays. Emma, maintenant âgée de 14 ans, avait décidé qu'elle voulait être enseignante comme sa mère, mais avec une spécialisation dans l'aide aux enfants ayant subi des traumatismes. Elle a passé ses étés en stage à la Fondation, apprenant tous les aspects de leur travail. Elle comprend des choses qui prennent des années à d'autres personnes, a observé Claire, regardant Emma diriger une activité de groupe pour des frères et sœurs récemment réunis. Parce qu'elle a grandi en sachant que l'amour est plus fort que la perte, a ajouté David.
Emma n'avait jamais connu un monde où les familles ne se recherchaient pas, où les enfants étaient autorisés à simplement disparaître. Pour elle, le travail de la Fondation n'était pas extraordinaire. C'était simplement ce que les gens faisaient les uns pour les autres. Cette perspective s'est avérée précieuse lorsqu'elle a travaillé avec des enfants qui estimaient que leur situation était sans espoir. « Ma mère a été perdue pendant 20 ans », a-t-elle dit à un groupe d'adolescents dans un foyer. « Mon grand-père l'a cherchée tous les jours. Parfois, retrouver quelqu'un prend du temps, mais ça arrive toujours si les gens n'abandonnent pas. » Un garçon qui n'avait jamais parlé lors de séances de groupe auparavant a finalement partagé son histoire. « Vous pensez vraiment que quelqu'un me recherche ?»« Je pense que quelqu'un vous recherche », a répondu Emma avec une certitude absolue. « Et jusqu'à ce qu'il vous retrouve, nous sommes là. » Ce garçon, il s'est avéré, avait été signalé comme disparu par son oncle dans un autre département. Une erreur de l'assistante sociale avait empêché que ces informations soient correctement saisies dans les bases de données nationales. La certitude d'Emma que quelqu'un le cherchait a conduit le personnel à examiner son dossier plus attentivement, et en l'espace de 2 semaines, il a été réuni avec sa famille qui n'avait jamais cessé de le chercher. « Vous voyez ?» a dit Emma au groupe lorsqu'ils se sont réunis pour célébrer les retrouvailles. « Quelqu'un cherche toujours. » Les effets d'entraînement de leur travail ont continué de s'étendre. Les enfants aidés par la Fondation ont grandi et sont devenus travailleurs sociaux, enseignants, policiers et législateurs. Ils ont porté en avant non seulement leur propre guérison, mais aussi un engagement à faire en sorte que les autres enfants ne subissent pas les mêmes pertes. Le docteur Jessica Martinez, la première bénéficiaire de la bourse d'études de Claire, a mené à bien ses études doctorales sur la formation de l'identité chez les enfants réunis. Ces recherches sont devenues fondamentales pour les approches thérapeutiques du monde entier. Le modèle berceuse, tel qu'on a appelé leur approche sur le plan universitaire, a mis l'accent sur le maintien du lien plutôt que sur le recommencement, l'intégration plutôt que le remplacement et l'espoir comme force de guérison. Claire a commencé à enseigner des cours de 2e cycle en psychologie de l'enfant à la Sorbonne, partageant leur modèle avec de futurs thérapeutes et travailleurs sociaux. Ces cours étaient toujours sursouscrits, les étudiants étant attirés par la combinaison de l'expérience vécue et de l'expertise professionnelle. « La théorie est importante », a-t-elle dit à ses étudiants, « mais rappelez-vous que derrière chaque dossier, il y a un enfant qui a besoin de savoir qu'il compte suffisamment pour être retrouvé. » La célébration du 80e anniversaire de Richard a eu lieu à la Fondation, en présence de centaines de familles réunies. Le point culminant est survenu lorsque Emma, maintenant âgée de 16 ans, a chanté un nouveau couplet de la berceuse qu'elle avait écrite pour son grand-père. « Merci, grand-père, de ne jamais avoir lâché prise, de nous avoir appris que l'amour aide les gens à grandir. Ta petite étoile est devenue une lumière éclatante qui guide d'autres familles à travers la nuit. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle lorsque 4 générations se sont jointes à la main et ont chanté ensemble. Richard et Margaret, Claire et David, Emma et les tout-petits des familles nouvellement réunies. « C'est pourquoi nous faisons ce travail », a déclaré Richard dans ses remarques. « Non seulement pour guérir notre propre famille, mais aussi pour créer un monde où chaque famille a la chance de guérir. » Margaret, à 75 ans, travaillait toujours à temps plein à la Fondation, bien qu'elle ait commencé à former son remplaçant. « La retraite n'est pas une option », plaisantait-elle, quand il y a encore des enfants à ramener à la maison. La clinique juridique qu'elle avait créée offrait des services gratuits aux familles qui naviguaient dans les complexités des retrouvailles. Questions de garde, questions de nationalité, problèmes de documents d'identité et affaires internationales. Son équipe avait traité plus de 2000 cas, avec un taux de réussite qui a établi la norme pour des programmes similaires dans tout le pays. Les propres enfants de Claire, elle et David en avaient maintenant 3, ont grandi avec la Fondation comme famille élargie. Emma, maintenant âgée de 17 ans et préparant l'université, est restée directrice de l'Espoir, mais a également été l'ambassadrice de la Fondation auprès des groupes de jeunes et des écoles. Son frère cadet, Jean, 12 ans, avait hérité du sens des affaires de Richard et passé son temps à trouver des solutions de financement innovantes pour les programmes de la Fondation. Leur plus jeune, Lucie, 8 ans, suivait le chemin d'Emma en matière de services directs, faisant déjà preuve d'une intuition remarquable pour aider les enfants en difficulté. Ils n'auront jamais à se demander si quelqu'un les recherche,
a observé David, en regardant ses enfants diriger un groupe d'enfants de la Fondation dans des jeux lors d'un pique-nique. Et ils feront en sorte que les autres enfants n'aient pas non plus à se poser la question, a ajouté Claire. La tradition familiale de Noël s'était transformée en une célébration communautaire, toutes les familles de la Fondation étant invitées à se joindre à eux. Le rassemblement a désormais rempli une salle de banquet louée, avec des centaines de personnes, chantant la berceuse qui avait tout commencé. Ce Noël en particulier marquait les 20 ans depuis que Claire et Richard s'étaient retrouvés. Alors qu'ils se tenaient ensemble en train de couper le gâteau d'anniversaire, Margaret à leur côté et leur famille réunies autour d'eux, Richard ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Non pas l'achèvement comme dans la fin, mais l'achèvement comme dans la plénitude. Les morceaux brisés avaient été rassemblés et remontés en quelque chose de plus beau encore que ce qui avait existé auparavant. « Des regrets ?» lui demanda Claire en privé, alors que la soirée touchait à sa fin. Richard réfléchit à la question, comme il l'avait fait à plusieurs reprises au fil des ans. « Aucun, » répondit-il. « Même la douleur avait un but. Sans elle, nous n'aurions pas construit cela. » Il désigna la salle pleine de familles réunies, d'enfants retrouvés, de travailleurs dévoués et de bénévoles. « Sans cela, je ne saurais pas à quel point c'est précieux. » Claire l'embrassa tendrement. À 46 ans, elle ressemblait peu à la petite fille de 6 ans qui avait disparu il y a tant d'années, mais Richard voyait toujours cette petite fille dans ses yeux quand elle souriait. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle. Ces mots, si simples et pourtant si miraculeux après 20 ans de silence, avaient encore le pouvoir de lui arracher des larmes. « Je t'aime aussi, Clara, ma petite étoile. » Alors que les familles commençaient à partir, préparant des projets pour la nouvelle année et de nouvelles retrouvailles qu'elles espéraient faciliter, Richard se tenait avec sa famille élargie dans le jardin aux papillons derrière la salle de banquet. Les lumières de Paris scintillaient au loin, la même ville où son monde s'était effondré et avait été reconstruit plus solide qu'avant. Emma, de retour de son premier semestre, à l'université où elle étudiait l'éducation et le développement de l'enfant, se tenait à côté de lui. « Grand-père, dit-elle, j'ai décidé de ce que je veux faire de ma vie. Hein? Je veux trouver un moyen d'empêcher les enfants d'être enlevés en premier lieu, non pas seulement réunir les familles après, mais les garder ensemble dès le début. » Richard sourit. Chaque génération s'appuyait sur le travail de la précédente, trouvant de nouvelles façons de protéger les enfants et de préserver les familles. « Cela semble être un travail important, dit-il. J'ai appris des meilleurs, répondit Emma, en lui passant le bras autour des épaules. Le vent bruissait dans les arbres, emportant avec lui le son des rires et des conversations alors que les familles rentraient chez elles. Demain, il y aurait de nouveaux cas, de nouvelles recherches, de nouveaux espoirs à nourrir. Mais ce soir, il y avait ce moment de paix, d'accomplissement, d'amour qui s'était renforcé pour avoir été mis à l'épreuve. Alors qu'ils rentraient à l'intérieur, Richard entendit Claire fredonner leur berceuse une fois de plus. La mélodie flottait dans l'air hivernal, une chanson de retrouvailles, qui était devenue une chanson d'espoir pour tous ceux qui s'étaient perdus et avaient besoin d'être retrouvés. Dans les années qui suivirent, le travail de la Fondation continua d'évoluer et de se développer. Ils ont mis en place des programmes de formation pour les forces de l'ordre, développé des applications pour aider les familles à rester en contact et à signaler plus rapidement les enfants disparus, et créé des programmes thérapeutiques qui aidaient les enfants à guérir des traumatismes tout en maintenant leur lien avec tous les aspects de leur vie. Le travail d'Emma sur la prévention a conduit à la création de programmes d'intervention précoce dans les écoles et les communautés, identifiant les enfants à risque avant leur disparition. Lucie est devenue une spécialiste des affaires internationales, réunissant les familles par-delà les barrières culturelles et linguistiques. Jean a appliqué son sens des affaires à la lutte contre les réseaux financiers qui soutenaient la traite des enfants. Richard a vécu jusqu'à son 90e anniversaire, entouré d'une famille qui comptait désormais des centaines de personnes si l'on comptait tous les enfants que la Fondation avait aidés. Il est décédé paisiblement dans son sommeil à 93 ans, Claire lui tenant la main. À ses funérailles, des milliers de personnes se sont rassemblées, des familles réunies, des employés de la Fondation, des élèves qui avaient été enseignés par Claire, des enfants qui avaient été aidés et qui avaient maintenant grandi pour aider les autres. La berceuse a été chantée par une chorale d'une centaine de voix, la mélodie traversant le cimetière comme une bénédiction,
Claire a pris la parole lors de la cérémonie, sa voix ferme malgré ses larmes. « Mon père n'a jamais cessé de me chercher, a-t-elle dit, et lorsqu'il m'a retrouvée, il ne s'est pas arrêté là. Il a cherché des moyens de ramener d'autres enfants à la maison. Son héritage n'est pas seulement de m'avoir retrouvée, mais d'avoir contribué à créer un monde où aucun enfant ne doit être perdu à jamais. » Margaret, maintenant âgée de 91 ans, a vécu 3 ans de plus après la mort de Richard, suffisamment longtemps pour voir Emma terminer son programme de doctorat et créer sa clinique de prévention, suffisamment longtemps pour tenir dans ses bras des arrière-petits-enfants dont elle oubliait parfois les noms, mais dont les visages lui donnaient toujours le sourire. Aux funérailles de Margaret, Claire a trouvé une lettre qui lui était adressée parmi les papiers de sa mère. « Ma très chère Clara, commençait-elle, si tu lis ceci, alors Richard et moi avons tous les deux terminé notre temps avec toi. Quel cadeau que ces dernières années, des années que nous n'espérions plus avoir, l'amour que nous pensions ne plus jamais ressentir. Tu nous as redonné non seulement l'enfant que nous avions perdu, mais aussi la chance d'être une famille, de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Merci de nous avoir pardonnés, de nous avoir inclus, d'avoir construit quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Continue de chanter notre chanson. Continue de ramener les enfants à la maison. Et souviens-toi toujours que tu méritais qu'on te cherche. » La Fondation a continué, plus forte que jamais. Pour son 25e anniversaire, elle avait facilité plus de 10 000 retrouvailles, formé des dizaines de milliers de professionnels et modifié la législation dans chaque département. Claire, maintenant dans la cinquantaine, est restée active dans le travail de la Fondation, mais avait transmis les opérations quotidiennes à Emma, qui a apporté une nouvelle énergie et des approches innovantes à la mission. Leur tradition de Thanksgiving s'est poursuivie, la famille élargie de la Fondation se réunissant pour partager sa gratitude et ses histoires. La fille d'Emma, Sarah, maintenant âgée de 4 ans, s'est assise sur les genoux de Claire pendant que la berceuse était chantée. « Mamie Claire, chuchota Sarah, pourquoi chantons-nous la chanson des papillons ?» Claire a regardé autour d'elle tous les visages, les enfants qui avaient été retrouvés, les parents qui n'avaient jamais renoncé à chercher, les bénévoles qui ont consacré leur vie à rapprocher les familles. Elle pensa à Richard et Margaret, partis maintenant, mais toujours présents dans chaque enfant qui avait retrouvé le chemin de la maison. « Nous la chantons parce qu'elle nous rappelle que l'amour peut vous retrouver n'importe où, » expliqua-t-elle. « Même lorsque vous êtes perdu, même lorsque vous pensez que personne ne vous cherche, l'amour vous recherche toujours. » Sarah hocha solennellement la tête, puis se mit à fredonner avec la chanson. Alors que la soirée touchait à sa fin, et que les familles se préparaient à rentrer chez elles pour les lits et les histoires du soir, Claire se tenait dans l'embrasure de la porte du bâtiment de la Fondation, le même endroit où Richard avait entendu une fois une berceuse qui avait tout changé. Le bâtiment était calme maintenant, mais demain il serait à nouveau plein, des travailleurs sociaux répondant au téléphone, des enquêteurs suivant des pistes, des thérapeutes aidant les familles à guérir, des enfants trouvant l'espoir. Elle pensa au miracle de leur histoire, à la façon dont une simple chanson avait comblé 20 ans de séparation et lancé un mouvement qui avait réuni des familles du monde entier. Certaines personnes appelaient cela de la chance, d'autres du destin. Claire préférait y penser comme à l'amour, l'amour qui refusait de renoncer, l'amour qui créait la beauté à partir de la brisure, l'amour qui chantait les enfants à la maison. Alors qu'elle fermait la porte à clé et se dirigeait vers sa voiture, elle se mit à fredonner la berceuse une fois de plus. La mélodie flottait dans le parking et dans la nuit parisienne, une chanson qui avait commencé avec le chagrin d'un père et qui s'était transformée en un chœur d'espoir, qui continuerait longtemps après que tous seraient repartis. « Ferme les yeux, mon petit ange. Danse avec moi d'où tu es. » Les mots portés par le vent, une berceuse pour tous les enfants qui cherchaient encore leur foyer et toutes les familles qui les cherchaient encore. La chanson continuerait parce que l'amour continue, parce que l'espoir continue, parce que quelque part dans le monde, quelqu'un chantait toujours les enfants à la maison. Félicitations. Tapez 7 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin. Aimez et abonnez-vous, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. À bientôt.